Bonsoir à tous et bienvenue donc pour cette quatrième et dernière soirée de Mediapart 2012. Nous avons déjà accueilli dans cette rédaction de Mediapart le candidat du MoDem, François Bayrou, la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, le candidat du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon, et donc pour cette quatrième et dernière soirée, le candidat du Parti Socialiste, François Hollande. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à cette invitation donc, des journalistes de Mediapart pour répondre à leurs questions. Questions qui naturellement vous ont aussi été posées par les lecteurs, les abonnés de Mediapart. On me dit qu'elles ont été très nombreuses, qu'elles portent essentiellement sur des problèmes très concrets, des points de programme, des questions économiques et sociales. Donc nous vous avons préparé un programme riche, en 4 parties. Première partie du pouvoir d'achat à la crise européenne. C'est Mathieu Magnodex qui va ouvrir le bal avec des questions, par exemple, sur le pouvoir d'achat, sur les licenciements. Et puis ensuite, il y aura Laurent Mauduit qui va vous parler d'un dossier essentiel, je crois, pour vous, qui est celui de la réforme fiscale. Martine Orange terminera avec une question sur un éventuel troisième tour des marchés financiers, donc elle viendra nous rejoindre tout à l'heure pour terminer cette partie. Seconde partie que nous avons intitulée, un peu à l'instigation des lecteurs de Mediapart, cette gauche qui ne se parle pas, puisque c'est une interrogation lancinante qui revient comme ça parmi les lecteurs, les abonnés de Mediapart. Pourquoi ne se parle-t-il pas? Donc c'est Lénaïque Bredou qui viendra vous parler des questions politiques, la question des alliances par exemple. Il y aura une troisième partie consacrée à l'exercice du pouvoir. C'est Edoui Plenel qui vous interrogera, puisque on sait qu'on sort d'une hyper-présidence. Vous avez parlé d'un président normal. Donc, Edoui Plenel vous posera une question sur cette hyper-présidentialisation. Et puis, une quatrième et dernière partie, c'est François Bonnet qui s'en occupera, que nous avons intitulée « L'oubli du monde ». Parce que c'est vrai qu'on a eu l'impression, pendant cette campagne électorale, et nous ne sommes pas les seuls, que les grandes questions du monde, les questions internationales, et même les questions européennes, étaient parfois un peu les oubliés de cette campagne. Il y aura aussi un certain nombre d'interpellations qui viendront de la rédaction, qui viendront de journalistes de Mediapart sur des points extrêmement précis. Nous les avons appelés les questions qui fâchent. Reste à savoir si elles vous fâcheront ou pas. Et puis, comme vous le savez, en France, tout se termine toujours par des chansons. Donc, la Parisienne libérée, en toute fin d'émission, viendra vous faire un portrait enchanté, comme auraient dit Jacques Demy et Michel Legrand. Ça sera le point final à cette soirée. Mathieu Magnodex, première question. François Hollande, bonsoir. Bonsoir. Il va falloir que vous m'expliquiez, que vous nous expliquiez, et aussi à nos lecteurs, on a eu beaucoup de questions là-dessus. Ces dernières semaines, vous n'aviez pas parlé d'un coup de pouce au salaire minimum après votre élection. Et voilà que ce matin, dans Libération, vous dites que finalement, il y en aura un. Donc ce soir, pour être très clair, pour les 2,5 millions de Français qui touchent le SMIC, cette hausse, elle aura lieu quand? Et elle sera de combien? Il y a toujours, à chaque élection, la question est posée au lendemain donc, de toute victoire, de savoir ce qui va être fait pour le SMIC. Et moi, j'ai posé d'abord un principe. Le SMIC devra être non seulement indexé sur les prix, mais aussi sur la croissance. D'ailleurs, le nom l'indiquerait normalement. SMIC, c'est le salaire minimum de croissance. Or, les modes d'indexation se sont éloignés de cet objectif de croissance. Donc, chaque fois que la croissance augmentera, il y aura une augmentation du SMIC en plus de ce que les prix exigeront de rattrapage. Ensuite, sur le coup de pouce du mois de juin, je le fixerai après en avoir débattu avec les partenaires sociaux dans la conférence sociale. Ça me paraît être un bon principe. D'abord, la concertation, d'entendre le point de vue des syndicats, le point de vue du patronat, avec aussi un certain nombre de contexte économique que nous connaissons et de donner le coup de pouce au SMIC après cette conférence sociale. Donc je ne l'indiquerai pas aujourd'hui. Mais votre nouvelle règle, c'est que s'il n'y a pas de croissance, par exemple, ce qui n'est pas non plus une hypothèse folle vu la situation économique actuelle, s'il n'y a pas de croissance dans les prochaines années, selon votre règle, il n'y aura pas de hausse du SMIC. Mais mon objectif, c'est qu'il y ait de la croissance. D'ailleurs, il y a de la croissance qui est prévue pour l'année 2012, faible, 0,7. Donc faible hausse du SMIC. Oui, mais aujourd'hui, il n'y a même pas eu de coup de pouce depuis plusieurs années du SMIC. Et parfois même un délai assez long pour l'indexation sur les prix,
puisqu'il faut avoir 2% de hausse du prix pour qu'il y ait le mécanisme correcteur. Donc, moi, je ne me place pas dans une hypothèse d'austérité et de croissance faible. Je vais rechercher le plus haut niveau de croissance, d'abord sur le plan intérieur, ça prendra du temps, il faut redresser la production, mais aussi sur le plan européen, puisque j'ai annoncé qu'il y aurait une renégociation du traité. Il y aura, j'espère, donc une renégociation du traité, et que nous devons mettre une dimension de croissance. Et si les perspectives même... C'est pas garanti, ce n'est pas acquis. Non, mais si les perspectives même que le gouvernement sortant a posées se trouvaient réunies, 1,75% de croissance en 2013, 2% en 2014, qui d'ailleurs ce qui a guidé mes propres objectifs en termes de réduction des déficits, vous voyez bien qu'il y aura une part de cette croissance qui sera redistribuée pour le SMIC, mais aussi pour les salaires. Parce que l'enjeu, ce n'est pas simplement d'augmenter le SMIC, c'est aussi de créer une impulsion sur la négociation salariale. J'insiste aussi sur un point qui est très peu évoqué. Il y a aujourd'hui des minima conventionnels qui sont en dessous du SMIC. Et donc, il y aura également, dans les branches. Ouais. Oui, il y aura également la décision de mettre les minima conventionnels au niveau du SMIC. Jean-Luc Mélenchon propose un SMIC à 1 700 € brut dès le mois de mai tout de suite. C'est démagogique ? Je ne dirais pas cela. Et moi, je pense que c'est toujours souhaitable d'augmenter. Faut-il encore que ce soit possible et supportable ? Mais ça ne l'est pas. Pour un certain nombre de PME, chacun le sait, que ça aurait des conséquences qui ne seraient pas favorables sur le plan de l'emploi. Donc je ne mets pas en cause l'objectif, l'intention, mais j'ai un devoir de gagner et de réussir après. Donc nous aurons plutôt cette façon de travailler avec les partenaires sociaux et avec une logique que chacun peut comprendre. Quand il y a de la croissance, il faut qu'elle soit partagée. Autre sujet sur lequel on est beaucoup interpellé, c'est le prix de l'essence. Il atteint actuellement des sommets. Vous avez dit que vous bloqueriez le prix de l'essence pendant 3 mois. Ok, très bien, la loi le permet. Mais après ces 3 mois, on fait quoi ? D'abord, pendant les 3 mois, au-delà de ce que ça peut soulager pour un certain nombre de nos concitoyens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler ou qui utiliseront leur véhicule pour partir en vacances, ça nous servira aussi de moyen de bien connaître, bien évaluer les mécanismes de la distribution des carburants et les rentes qui peuvent se constituer et aussi les spéculations qui peuvent se faire sur le stockage. Ça veut dire qu'éventuellement après, vous pourriez dire aux distributeurs, par exemple, de baisser leur marge. Nous ferons cette évaluation et nous mettrons sans doute plus de concurrence qu'il y en a aujourd'hui. Et puis ensuite, pour sortir du blocage, parce que ça ne durait que 3 mois, nous introduirions la fiscalité qu'on a connue sous le nom de TIPP flottante, c'est-à-dire, pour être simple, l'État ne peut pas gagner un seul centime d'euro par la TVA qui est proportionnelle au prix du fait d'une hausse des carburants. Et donc nous restituerons aux consommateurs ce qui ne devrait pas lui être pris, puisque c'est une fiscalité pétrolière qui ne devrait même pas être appliquée. Et vous la rendriez définitive, parce que sous Lionel Jospin, c'était seulement 2 ans, ça a duré assez peu. Oui, parce qu'il s'est trouvé que le prix des carburants, à ce moment-là, avait baissé, donc ça n'avait plus d'objet. Mais si on était dans une situation où le prix des carburants, si le prix du pétrole continuait d'augmenter, nous aurions ce mécanisme de fiscalité compensatrice. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu le revenu médian en France, c'est-à-dire 50% des Français gagnent moins et 50% des Français gagnent plus, c'est les fameuses classes moyennes, c'est à peu près 1 600 € par mois. Ces Français-là, ils sont nombreux, ils sont plusieurs millions. Ils auront quoi en plus avec vous dans leur portefeuille chaque mois ? Alors, ils auront d'abord une allocation de rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école. C'est sous condition de ressources, donc oui, pas sûr que tous... Si, sur l'allocation de rentrée scolaire, ceux qui sont autour de 1 600 € et en dessous, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans les 50% qui ont moins de 1 600 €. C'est ça le revenu médian. Ceux-là auront l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire. Deuxièmement, il y aura un forfait de base pour les consommations d'eau, d'électricité, de gaz, et beaucoup de ceux qui sont dans ce revenu médian en auront justement le bénéfice. Et puis enfin, ceux qui sont au SMIC auront ce coup de pouce dont je ne peux pas ici dire ce qu'il sera dans son ampleur. Et après, nous aurons aussi ce qui n'est pas forcément quantitatif, mais ce qui est aussi qualitatif, c'est-à-dire de meilleurs services publics, des droits à la santé qui seront confortés, ce qui
ont les 41 années de cotisation qui pourront partir à la retraite. C'est aussi un élément important pour ceux qui sont autour de ces revenus-là. Il y a aussi une question basique que beaucoup de gens se posent, c'est mais pourquoi, bon Dieu, pourquoi tout simplement ils ne décident pas d'augmenter les salaires? Mais si c'était une décision d'État, ça se saurait. Ce n'est pas l'État qui fixe les salaires dans les entreprises, ce sont les employeurs. Donc je peux comprendre que cette question soit posée. Hein, on n'est pas dans une économie centralisée où c'est le président de la République qui, selon son bon vouloir, dit maintenant vous allez être augmenté. D'autres le proposent. Et même s'il le proposait, ce sont les employeurs qui disposent. Il n'y a aucun mécanisme de contrainte. La seule décision qu'un pouvoir peut prendre, c'est sur le SMIC, sur les prestations, sur les prix, s'il y a des mécanismes de contrôle ou de blocage. Donc je pense qu'il faut que chacun sente bien que le pouvoir d'achat, c'est une lutte aussi. Ça dépend des conditions qui sont données par l'économie et par la redistribution au sein de l'entreprise. Il y a l'élément de la fiscalité dont on n'a pas parlé, qui est aussi un élément redistributif. Hein, voilà, on va en parler, peut-être tout à l'heure avec Laurent Mauduit. Si nous rapprochons CSG, impôt sur le revenu, si on a des mécanismes qui sont plus progressifs, ça veut dire que sur un certain nombre de salaires moyens, nous pouvons avoir moins de prélèvements. On détaillera dans la partie réforme fiscale. Mathieu. Il y a un autre aspect, c'est les minima sociaux, parce que vous parlez de temps en temps, en tout cas j'ai regardé à nouveau le discours du Bourget tout à l'heure, et vous parliez certes pas pour le cibler, pour le stigmatiser, mais vous en parliez, vous utilisez ce mot, l'assistanat. Vous avez dit à un moment, l'égalité, ce n'est pas l'assistanat, c'est la solidarité. Mais la réalité en France, c'est quand même que si on compare un petit peu par rapport en Europe, les minima sociaux sont relativement faibles, sont dans le bas de la fourchette européenne. Pourquoi ne pas les augmenter ? Faudrait-il encore pouvoir les payer, les minima sociaux, hein. Donc ça fait partie là, du budget de l'État. Donc sur le RSA, nous aurons sûrement à mieux l'indexer, là encore, mais je n'ai pas aujourd'hui la possibilité, selon les marges budgétaires, de faire une augmentation substantielle des minima sociaux. Je préfère là encore le dire clairement. Un autre aspect qui est aussi souvent évoqué par nos lecteurs ou dans les mails qu'on reçoit. En janvier 2008, le gouvernement Fillon avait introduit les fameuses franchises médicales, c'est-à-dire en gros une taxe sur la santé. À l'époque, le PS, vous étiez premier secrétaire, avait hurlé. J'ai retrouvé un communiqué du 7 février 2008 qui est encore sur le site. Il s'agit d'une rupture inacceptable avec les principes de justice sociale et de solidarité nationale. Or, j'ai lu aussi Femme Actuelle il y a quelques jours et vous avez dit que vous ne comptiez pas les supprimer. Oui, il y a eu plusieurs décisions qui ont été graves. Il y a eu l'euro pris sur chaque acte médical. Il y a eu la création d'une franchise médicale. Il y a aussi de moindres remboursements sur un certain nombre de soins. Donc vous il y a les dépassements honoraires et il y a la taxe sur les mutuelles. Ça fait quand même beaucoup. Donc on essaiera de prendre progressivement les choses. Et dans cette interview de Femme Actuelle, j'ai indiqué que ce serait d'abord sur les complémentaires santé et les mutuelles que nous devrions faire un effort, c'est-à-dire leur donner plus de moyens de mieux rembourser un certain nombre d'assurés sociaux qui, sans ces mutuelles ou sans ces complémentaires santé, ne peuvent plus accéder aux soins correctement. Faut-il encore que ceux qui ne sont pas à la CMU puissent être encouragés pour avoir une complémentaire santé. Or, il y a eu depuis 5 ans un certain nombre de nos compatriotes qui se sont désaffiliés des complémentaires santé et des mutuelles. Donc, l'effort que j'engagerai, ça serait de permettre justement qu'il y ait davantage de nos concitoyens qui méritent d'être remboursés. Justement, on le refera par rapport à la taxe qui a été prise sur les mutuelles, de façon à ce qu'elle soit supprimée, mais à la condition que les tarifs des mutuelles baissent pour permettre l'accès de tous à la complémentaire santé. Donc on leur demandera de baisser leurs tarifs. Oui, il y aura un processus contractuel. Pendant qu'on parle, là, ce soir, plusieurs drames industriels sont en train de se jouer. Des milliers de salariés au total sont concernés, et il y en a d'autres. Par exemple, PSA à Aulnay, tout près, en Seine-Saint-Denis, ArcelorMittal à Florange, en Lorraine, ce qui reste un peu de l'empire Péchinet, l'aluminium, en Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, une très vieille usine avec un centre de recherche magnifique.
qui appartient à la multinationale maintenant Rio Tinto, canadienne. Et alors, point commun, enfin Alcan, qui est devenu Rio Tinto, point commun de ces boîtes, à chaque fois, des grands groupes très profitables, bénéficiaires, qui veulent céder ces usines pour des motifs financiers, quoi, en gros. Mettons que vous êtes président dans quelques jours maintenant. Est-ce que vous allez, à ceux-là en particulier, par exemple, leur interdire de licencier? Non, là, on est dans des situations très différentes dans les entreprises que vous avez citées, PSA, ArcelorMittal et Rio Tinto. Ce sont des groupes profitables à chaque fois. Oui, mais il n'y a pas nécessairement les mêmes décisions à craindre. Bon. Donc, prenons le cas où un de ces groupes bénéficiaires veut céder une filiale ou un site, ou plus exactement même, veut fermer un site sans être obligé de le céder. Eh bien, là-dessus, j'ai pris l'engagement, notamment à la suite d'une proposition qui m'était faite par les salariés d'ArcelorMittal, que désormais, si nous gagnons l'élection présidentielle, il y aura un dispositif législatif qui fera que lorsque un groupe se désengage d'un site et empêche une reprise, eh bien, ce sera le tribunal de commerce qui fixera les conditions de la reprise pour qu'un repreneur puisse venir. De la même manière, j'encouragerai la reprise d'activité par les salariés eux-mêmes. Reprendre une aciérie, c'est compliqué, parce que c'est des millions d'euros. Là, ce n'était pas du tout le cas de figure, personne ne faisait cette proposition. Là, c'était plutôt d'obliger à la cession et à la reprise. Donc ça sera une disposition législative que nous prendrons. Par ailleurs, sur les licenciements purement boursiers, nous introduirons une dissuasion financière de façon à ce que l'entreprise qui est tentée de licencier pour améliorer son rendement et donc son profit puisse être découragée de le faire. Mais ça veut dire à partir de quel seuil? Comment on va fixer ça? Comment on va... Ça fera partie de la discussion que nous engagerons au plan parlementaire, là encore avec la concertation des partenaires sociaux. Mais on voit bien l'idée, c'est de rendre plus cher le licenciement pour qu'il soit plus coûteux de le faire plutôt que de garder l'emploi. Par le biais de la loi. Par le biais de la loi. Mathieu? Oui, il y a quelques temps, j'étais avec les salariés de Molex. Ça fait 3 ans qu'ils ont été licenciés. Et je dois vous dire que quand on leur parle de François Hollande, certes, évidemment, ils vous situent, ils voient qui vous êtes. Ils ne sont pas non plus fascinés par Jean-Luc Mélenchon, ils sont juste dégoûtés. Ils sont juste dégoûtés de la politique et aussi de ce qui leur est arrivé, évidemment. Et ils se disent comment expliquer que, on travaillait dans une boîte qui était plutôt, qui faisait des bénéfices. Notre entreprise a organisé son départ. Par ailleurs, ils ont pris les brevets en passant. Et puis derrière, l'État a été incapable de nous sauver, ou même ne serait-ce que d'établir un début de petite filière, parce qu'en fait, ils fabriquent des composants pour l'automobile, et donc de nous regrouper avec d'autres entreprises qui font la même chose, etc. Et donc, ils disent, mais que peut aujourd'hui l'État pour nous? Alors certes, ce ne sont pas toutes les situations industrielles, elles ne sont pas toujours aussi terribles, mais quand même, ils se demandent vraiment ce que l'État peut faire pour eux aujourd'hui. C'est pas parce que l'État n'a pas fait son devoir pendant 5 ans, ou même davantage, que l'État serait impuissant pour les 5 prochaines années. Vous faites quoi de différent? Donc, d'abord, j'ai le souci d'une politique industrielle. Donc, quand il y a des instruments tout à fait précieux pour la nation, lorsqu'il y a des savoir-faire, des brevets, le premier devoir de la puissance publique, c'est de les préserver. Deuxièmement, lorsqu'il y a une entreprise qui se désengage, ça peut arriver, il faut que nous puissions trouver des solutions pour des reprises, d'où l'idée de la Banque publique d'investissement, dont la finalité serait précisément d'intervenir lorsqu'il y a un risque de prédation, ça peut arriver, de fonds d'investissement qui viennent acquérir une entreprise pour en tirer la substance. On a hélas l'exemple à travers des LBO qui se sont multipliés, qui aboutissent à... Des opérations financières, ouais. à assécher la valeur de l'entreprise pour ensuite la revendre, après en avoir tiré des profits conséquents. Donc l'État pourrait intervenir à travers cette banque publique d'investissement qui apporterait les capitaux, qui protégerait un certain nombre d'entreprises dont on considère qu'elles ont un intérêt national ou qui permettrait d'accompagner une reprise par des industriels qui auraient vocation à garder les emplois en France. Ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a une véritable impunité de leur ancien employeur. Il n'a pas payé une toute petite partie du plan social, il est parti, il ne lui est rien arrivé. Et il a organisé sciemment, on le sait, la fin de cette entreprise pour des raisons financières. Il ne lui est rien arrivé. Est-ce qu'on peut changer ça? Il y a une justice en France. Mais là, l'État peut intervenir, là encore. Et puis, nous devons renforcer
aussi les possibilités des syndicats à un moment de faire l'alerte. Parce que ce qui s'est produit dans beaucoup d'entreprises, c'est que les syndicats avaient des informations et n'ont pas pu arrêter des processus. C'est pour ça que moi, je pense tout à fait utile la présence de syndicats dans les entreprises et même le renforcement de leur intervention. Et par exemple, sur les entreprises dont on nous définira le seuil, peut-être 1000 salariés, ma proposition, c'est qu'il y ait des représentants élus du personnel dans les conseils d'administration et les conseils de surveillance avec voix délibérative. Ça n'empêchera pas tous les comportements dont vous avez dit parfois le caractère délictueux, mais au moins ça sera des processus qui permettront d'alerter les tribunaux, les pouvoirs publics et parfois l'opinion. Merci beaucoup, Mathieu. Laurent Mauduit va venir s'installer. François Hollande, juste une question. Il était assis à votre place il y a 3/4 d'heure maintenant. Il s'appelle Christophe Robert. C'est le directeur général adjoint de la Fondation Abbé Pierre. Vous le connaissez. On a parlé problème du logement avec lui. Et j'ai fini en lui disant, voilà, François Hollande va arriver. Est-ce que vous auriez une mesure à lui demander dans le cas où il serait élu président de la République? Il a dit, minimum du minimum, arrêt des expulsions. 40 000 expulsés en France par an. Est-ce que ça vous paraît possible? J'ai été interrogé justement lorsqu'il y a eu la réunion qu'avait organisée la Fondation Abbé Pierre. J'ai dit la chose suivante, il ne peut pas y avoir d'explosion s'il n'y a pas de solution de relogement. Parce qu'il y a quelquefois des cas où des expulsions sont nécessaires, quand il y a des personnes qui troublent considérablement le voisinage dans un immeuble, où il y a des conflits sérieux. Ce n'est pas le cas le plus fréquent. Ça peut arriver. Donc, ou quand on a systématiquement une famille qui est dans une situation de détresse et qui doit être éloignée. Donc l'expulsion n'est pas en soi, pour moi, impossible. Mais relogement. Mais relogement. Parce qu'on ne peut pas mettre des familles à la rue, y compris quand il fait meilleur que l'hiver. Avant Laurent Mauduit, donc sur les questions fiscales, et puis pas seulement sur les questions fiscales, mais aussi sur votre politique par rapport aux entreprises publiques. Il veut vous interroger là-dessus. Une première question de la rédaction, il est là-bas, derrière la caméra, forcément avec le micro. Il s'appelle Christophe Guignot. Première question, qui fâche? Je ne sais pas si elle va fâcher, c'est plutôt une introduction à Laurent Mauduit en fait. Maurice Lévy, le président du directoire de Publicis, va toucher cette année 16,2 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle des rémunérations différées, c'est les dernières années qu'il va toucher cette année. Donc ma question elle est toute simple, combien lui prenez-vous? Là, j'ai déjà donné cette indication, puisque il y a une rémunération qui a été différée. Alors, elle aurait pu être étalée dans le temps. Et de toute façon, compte tenu de la somme, si ma mesure avait été déjà introduite, c'eût été 75% au-delà du million d'euros. Rien n'oblige d'ailleurs des dirigeants de se faire rémunérer plus d'1 million d'euros s'ils ne veulent pas payer d'impôts. Ma mesure n'est pas faite pour avoir une recette considérable. Elle est peut-être même faite pour que si les dirigeants ne se rémunéraient pas au-dessus d'1 million d'euros, il n'y ait pas de recette du tout en plus. L'idée, c'est que dans un moment qui est très difficile, que chacun d'ailleurs a à l'esprit, lorsqu'il est demandé à des salariés d'être, disons, plutôt modérés dans leurs revendications, comment des dirigeants, même méritants, même dynamiques, même talentueux, pourraient, eux, se rémunérer de plus de 34% pour les patrons du CAC 40 et peut-être davantage encore pour certains d'entre eux. D'accord. Et vous avez rencontré récemment l'AFEP, l'Association française des entreprises privées. Maurice Lévy en est le président. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Non, je ne connaissais pas la rémunération dont il allait être le bénéficiaire. Et j'avais indiqué clairement qu'il me paraissait nécessaire d'introduire un mécanisme fiscal, je n'avais pas encore précisé lequel, pour les rémunérations qui me paraissaient être supérieures à 1 million ou 2 millions d'euros. En l'occurrence, 1 million d'euros m'a paru le seuil. Merci Christophe. Laurent Mauduit. Je ne l'ai pas revu depuis, si c'était ça votre question. Laurent. Bon, François Hollande, nous allons donc poursuivre ce débat avant d'aborder les questions d'entreprises publiques. Ça fait des années que je suis vos réflexions fiscales. Je le confirme. Et là, depuis 3 mois, j'ai perdu le fil. Je n'ai pas compris vos propositions et je vais essayer de vous expliquer ma perplexité, comme je suis journaliste économique, avec 2 graphiques. Et ceux qui nous écoutent vont les voir en même temps. J'ai vu ça déjà à la télévision, allons-y. Oui. Pour que vous regardiez bien, je vous donne le premier. D'accord.
Là, vous verrez, c'est assez simple, ceux qui nous regardent le voient. C'est en fait le profil des prélèvements qui pèsent sur les ménages. Donc en violet, il y a tous les prélèvements sociaux. En vert, il y a les impôts sur la consommation, donc TVA et autres. En noir, il y a l'impôt sur les revenus du capital. Et puis tout en bas, en rouge, c'est l'impôt sur le revenu. Et quand on regarde le graphique, en fait, c'est par niveau de revenu. À gauche, ce sont les plus pauvres. Et plus on va à droite, plus on va vers les hauts revenus. Or, ça, ce diagnostic, je pense, c'est le vôtre. Cette courbe, vous savez d'où elle vient, c'est l'outil de simulation de l'économiste Thomas Piketty, qui montre qu'en fait, les gens les plus pauvres paient 40% de prélèvements au total, fiscaux et sociaux. Quand on monte vers les couches moyennes, ça atteint 47%. Et ensuite, il y a un effondrement du prélèvement pour les plus hauts revenus. Les 1%, ça retombe à 35%. Ça, ce diagnostic, c'est le vôtre. C'est le diagnostic des inégalités. On est d'accord. Là, je vous suis parfaitement. Alors, je vais vous en montrer un second. Alors. Donc vous êtes d'accord sur les diagnostics? Le diagnostic, c'est ce qu'ils font C'est la dégressivité de l'impôt pour les hauts revenus. quand on cumule tous les prélèvements. C'est important de le dire. C'est pas la dégressivité de l'impôt sur le revenu, c'est la dégressivité de l'ensemble des prélèvements, puisqu'il y a des prélèvements proportionnels, notamment les prélèvements sociaux, qui pèsent beaucoup plus sur les ménages catégorie moyenne ou donc c'est modeste. le contraire du principe républicain. De la progressivité. Plus on est riche, plus on paye. Là, donc ça, ce premier graphique était basé sur la situation actuelle, c'est-à-dire taux de l'impôt sur le revenu, taux marginal, comme on dit, c'est-à-dire le taux supérieur, 41%. Puis là, je vous montre un second graphique. C'est la même simulation, mais c'est avec votre réforme, 75%. J'aimerais savoir si vous voyez une différence entre un tableau et l'autre. Mais d'abord, vous avez oublié de mettre la création d'une tranche supérieure à 45%. Je ne sais pas si vous l'avez introduite. Elle n'est pas introduite, mais ça bouge marginalement. Non, c'est pas marginal de passer de 41% non, j'ai introduit la tranche à 75%. La tranche, vous n'avez pas introduit la tranche à 45%. Je vous le concède, mais ça ne changerait pas la courbe. Je vous la refais. Vous la referez, vous la reproduirez. Deuxièmement, vous n'avez pas introduit non plus ce qui serait l'harmonisation du prélèvement revenu du capital, revenu du travail. Oui. Or, vous savez très bien, et c'est d'ailleurs le reproche que je fais au quinquennat qui vient de s'écouler, c'est que les avantages fiscaux qui ont été accordés ont été essentiellement aux rentiers. Parce que ce sont les revenus du capital qui sont bien moins imposés que les revenus du travail. Et j'ai indiqué dans la réforme que je ferai voter dès l'été que les revenus du capital, les revenus du patrimoine, qui sont d'ailleurs généralement concentrés sur les hauts revenus, seront désormais fiscalisés au taux du barème de l'impôt sur le revenu. Mais vous comprenez l'arrière-pensée de mon interpellation, c'est que vous avez fait campagne essentiellement en matière fiscale sur le taux à 75%. Non. Or, on voit bien... J'ai présenté ma réforme fiscale, c'était au Bourget et dans la conférence de presse que j'ai tenue 2 jours après, avec 3 mesures qui ont des effets directs sur ce que vous démontrez. 1, l'harmonisation du prélèvement revenu du capital, revenu du travail, même barème. Et donc ceux qui ont des revenus du capital très importants seront fiscalisés 45%. Aujourd'hui, il y a un prélèvement libératoire qui est de l'ordre de 20%. Donc là, nous introduisons une vraie progressivité. Deuxièmement, plafonnement des niches fiscales à 10 000 euros. Aujourd'hui, c'est 18 000 euros plus 4% du revenu imposable. Troisième disposition, c'est d'avoir une remise en cause d'un certain nombre d'avantages fiscaux ou de niches qui ont bénéficié aux plus favorisés. Donc, vous voyez bien que j'introduis plus de progressivité. Mais mon interpellation, ce qui aurait pour effet d'égaliser la courbe. Et la tranche supérieure à 45% aura aussi sur cette partie-là des effets. Mais vous comprenez bien le sens de mon interpellation, c'est qu'il y a un an, votre projet, qui était d'ailleurs le projet du Parti socialiste, qui parlait de révolution fiscale, et cette révolution, c'était en fait d'agrandir très fortement la base de l'impôt pour refaire une sorte d'impôt général sur tous les revenus. Et quand vous avez commencé votre campagne en début d'année, il y a eu des déclarations, notamment de certains de vos collaborateurs, de vos proches. Il y a eu Jérôme Cahuzac qui renvoyait à plus loin cette fusion. Et donc, du coup, on se dit, voilà, l'idée d'un taux à 75%, on comprend bien le message au peuple de gauche. Regardez, je veux taxer. Mais l'effet est quand même très faible par rapport... Là, je ne veux pas du tout concentrer ma réforme fiscale sur les 75%. Les 75% ont été ajoutés quand j'ai pris conscience et connaissance
des rémunérations qui avaient été distribuées dans l'année 2010 aux entreprises, enfin aux dirigeants d'entreprises. Donc du là, CAC la 40. fusion, est-ce que vous voulez toujours La la fusion. faire La fusion impôt sur le revenu CSG peut être totalement neutre sur la progressivité. Tout dépend comment nous la calculons. La meilleure preuve, c'est que à droite, il y en a qui ont également plaidé pour cette fusion impôt sur le revenu CSG. Donc c'est pas en soi un élément de justice fiscale, c'est une modernisation de l'outil fiscal. Pourquoi il convient de le faire par étapes? Parce que la CSG est un impôt ou un prélèvement individuel. C'est-à-dire chacun paye une CSG selon ses revenus, ou qu'il travaille ou qu'il ait des revenus du capital. Et l'impôt sur le revenu est un impôt familial, conjugal. Donc, c'est pas facile de faire une fusion entre deux prélèvements qui n'ont pas les mêmes bases, d'abord pas les mêmes assiettes et pas les mêmes modes de calcul. Donc, nous rapprocherons progressivement les deux instruments. Vous voulez oui, la bien faire. sûr. Nous allons rapprocher les deux instruments, élargir donc la base de l'impôt sur le revenu et ensuite permettre la fusion en familialisant sûrement le prélèvement social. Donc le taux de 75 est très provisoire. Non, le taux de 75, c'est un signal qui est donné, c'est une indication qui est portée sur les rémunérations que je considère comme indécentes. Mais ce n'est pas l'élément d'une réforme fiscale. La réforme fiscale, structurellement, c'est la réforme de l'impôt sur le revenu d'abord. Ça sera l'objet de cette loi fiscale que nous prendrons dès l'été, et du rapprochement entre CSG et impôt sur le revenu qui s'étalera sur l'ensemble du quinquennat. Et puis n'oublions pas la réforme des prélèvements d'entreprise. Car là aussi, j'ai fait des propositions de moduler le taux d'impôt sur les sociétés selon la taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les grandes entreprises payent en taux effectif d'impôt moins d'IS. Au lieu de payer les 33% légaux, Ils sont à 8 à peu près. 12% pour les grandes entreprises et 8% pour les entreprises du CAC 40. Voilà. Et Donc, même zéro pour, absolument, pour Total. certaines qui se sont. Comment vous faites pour qu'elles bien là- appliquent le taux légal? Eh bien là, justement, on remet en cause un certain nombre de niches fiscales qui avaient été accordées, dont la plus célèbre est la niche Copé, mais je ne veux pas simplement citer celle-là, il y en a d'autres. Siphonne le crédit d'impôt recherche, il y a plein d'autres. Oui, et puis il y a aussi D'optimisation les fiscale, comme on déduction des intérêts d'emprunt, etc. Bon, donc nous reviendrons sur ces mécanismes d'évasion fiscale, en définitive, pour les entreprises, pour les grandes entreprises, et nous abaisserons le prélèvement sur les petites entreprises et même sur les moyennes entreprises. Et deuxièmement, nous ferons une distinction selon que le bénéfice est distribué aux actionnaires, là le taux peut être plus élevé, ou qu'il est réinvesti dans l'entreprise, ce qui est Et l'intérêt. donc vous êtes de président, l'emploi. Total paye non pas 0% d'impôt, mais 33%. Eh bien, ça sera effectivement l'objectif recherché. Laurent. Passons à la question des entreprises publiques. Je garde, parce que En vous allez souvenir. m'en faire d'autres Voilà. éléments compte tenu de ce que je vous ai dit, qui donnera à la courbe Dans le projet un caractère socialiste, plus progressif. dans le projet socialiste d'il y a un an, comme dans vos propositions, il y a une impasse, c'est la question des nationalisations. Alors que ça a occupé pendant 20 ans des grands débats au sein de la gauche. Et je me dis que sur certains secteurs au moins d'activité, cette impasse est difficilement compréhensible. Je vais en citer 2 ou 3. Les autoroutes, par exemple. Les autoroutes, je le mentionne, non pas par férocité, c'est un ministre des Finances de gauche, Laurent Fabius, en février 2002, qui lance privatisation, alors que les autoroutes ont une fonction d'aménagement du territoire très importante, de désenclavement. Et c'est devenu, pour le capitalisme financier, une machine à cash. Vous connaissez les chiffres. Le prix de vente des autoroutes au total, c'est 6 milliards d'euros. Maintenant, c'est l'équivalent de 2 années de bénéfices des autoroutes. Est-ce qu'on renationalise les autoroutes? Soyons justes avec la décision qui avait été prise au début de l'année 2002. C'était la décision de principe qui avait été actée. Et la vente des sociétés d'autoroutes a été faite par la droite revenue au pouvoir. Et dans des conditions extrêmement avantageuses pour les entreprises qui en ont été finalement les bénéficiaires. Est-ce qu'il conviendra de renationaliser? Ça serait une somme très importante qu'il conviendrait de consacrer. Donc, ce que je peux préconiser, c'est une renégociation d'un certain nombre de concessions qui ont pu être faites. Donc, nous aurons à avoir cette discussion serrée avec les sociétés autoroutières, notamment pour créer de nouvelles infrastructures, si c'est nécessaire, ce qui est possible. Elles sont soumises aussi à un cahier des charges. Absolument. Donc voilà ce que nous essaierons d'engager. Ouais, on pourra le faire. Je préfère intervenir par la négociation sur les cahiers des charges et par une discussion serrée plutôt que de mobiliser
là, il s'agirait de crédit public, hein, c'est-à-dire d'impôts, la renationalisation des sociétés autoroutières. Alors, il y a une autre entreprise qui a fait l'objet de grands débats, et c'était Gaz de France. La gauche, après 2002, était très attachée au maintien du service public du gaz, péréquation des tarifs, voilà, service public. Finalement, il y a eu une sorte, pas seulement de privatisation, il y a eu, à travers la fusion Gaz de France-Suez, la constitution d'une sorte d'immense oligopole privé. Et donc, est-ce qu'on renationalise Gaz de France ou est-ce qu'on laisse M. Albert Frère, le milliardaire belge, empocher les dividendes de cette privatisation? Et là, vous avez bien rappelé que c'était la droite qui avait procédé à cette privatisation. Mais la gauche avait pris l'engagement 100% public. Donc, nous sommes devant cette situation où maintenant un groupe s'est constitué chez GDF Suez et qui est un groupe beaucoup plus important que ne l'était Gaz de France. C'est donc irrémédiable? C'est donc, là encore, ça supposerait de lever des capitaux très importants et là encore, des capitaux venant des contribuables. On ne peut pas faire un processus d'épargne. Qu'est-ce que nous pouvons faire là aussi? Nous ne sommes pas démunis. Ce que nous pouvons réglementer, c'est un certain nombre de prix. C'est ce que d'ailleurs je propose pour que les forfaits de base, notamment sur le gaz, ça vaut aussi pour l'électricité ou sur l'eau, ça concerne un certain nombre de compagnies privées que vous connaissez bien, que nous n'allons pas nationaliser non plus. Faudrait-il là encore avoir des masses considérables et financières. Donc nous pouvons imposer un tarif de base pour ces consommations d'eau, d'électricité et de gaz. Donc la logique de l'État, la logique, je préfère, la logique de l'État pauvre amenuit les marges de manœuvre. Non, mais de il la vaut gauche. mieux agir par la loi et la réglementation, intervenir sur les tarifs, ce qui concerne essentiellement le pouvoir d'achat des Français, plutôt que de se mettre dans un mouvement et dans un processus sans que nous ayons, sauf si vous me donnez quelques éléments pour trouver des financements, les masses financières nécessaires. Donc j'imagine que la réponse... Je n'ai pas levé l'impôt sur les Français pour nationaliser un certain nombre d'entrprises, pour ensuite qu'il n'y ait pas même de conséquences sur les Il y a eu tarifs. des Mais donc, époques je où l'État préfère- était impécunieux, la Libération, oui, où il y a eu l'énergie pour le faire. C'était pas la même époque, et l'État était dans la reconstruction. Donc ça vaut pour EDF aussi. Et sur EDF, EDF est à 100% public et restera à 100% public. Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'il serait utile d'inscrire dans les traités européens la sauvegarde des services publics, de la même façon que l'Allemagne a pu inscrire l'indépendance de la Banque centrale européenne dans les traités? Oui, nous aurons à renégocier cette directive, et il y aura une directive, si l'Europe suit notre volonté, une directive cadre sur les services publics. Parce que d'ailleurs, on est revenu quand même sur les conséquences de la concurrence. L'idée, c'était que la concurrence allait baisser les prix et permettre d'avoir des améliorations de pouvoir d'achat et la fin des oligopoles publics. Alors, on a cassé les monopoles ou les oligopoles publics, mais en fait, on a créé des oligopoles privés avec un certain nombre d'ententes. Idée purement libérale. Et donc, on est dans une logique libérale, privée, et avec aucune amélioration pour le consommateur. Donc là-dessus, nous nous engagerons. Merci Laurent Mauduit. Martine Orange va prendre la place de Laurent pour évoquer avec vous le spectre d'un troisième tour financier. Pendant qu'elle s'installe, François Hollande, est-ce que la France va rester, je crois, l'un des rares grands pays où il n'y a pas de retenue à la source de l'impôt sur le revenu? Oui, bon, ce n'est pas forcément la préoccupation majeure des contribuables, de savoir comment on va leur prendre leur impôt. Non, mais c'est parfois la préoccupation ça majeure peut être- d'économistes proches du Parti socialiste. Oui, ça peut être la conséquence de ce qu'on a dit sur la fusion impôt sur le revenu CSG. En fait, la CSG, elle est prélevée, elle, à la source. Oui. L'impôt sur le revenu, il est différé. Donc, si nous réussissons cette opération de fusion des deux prélèvements, la logique serait le prendre à la source. Mais, vous voyez, c'est plutôt l'étape finale. Martine. Bonsoir, Monsieur Hollande. Bonsoir. On va beaucoup parler de crise financière qui finalement a beaucoup obsédé les esprits, mais dont on n'a pas beaucoup parlé finalement dans cette campagne. Lundi, c'est question d'actualité, il y a un nouvel instrument financier qui va être lancé par une société de bourse allemande, Eurex, qui est vu par les spécialistes comme une nouvelle facilité pour spéculer contre la dette française. Ma première question, c'est comment considérez-vous cette création? Est-ce que vous la jugez comme une agression contre la France? Pas une agression contre la France, mais une spéculation encouragée au détriment des pays qui peuvent être concernés. Donc, ma position, ce serait de demander aux autorités allemandes de faire annuler cette introduction. D'ailleurs, le président de l'autorité des marchés
ici en France, a dénoncé, même s'il n'a pas autorité sur ce produit, mais a dénoncé cette introduction. Mais il n'y a aucune mesure, aucune possibilité pour bloquer la création de cet instrument, Mais c'est manifestement. tout l'enjeu de ce que nous devons faire à l'échelle de l'Europe. Est-ce que nous devons là laisser faire librement la spéculation? Moi, j'ai indiqué très clairement qu'il y a un certain nombre de produits financiers qui devraient être purement et simplement interdits. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas liés à la couverture d'un actif réel. Il y a des risques de change, il est tout à fait logique qu'il y ait des produits financiers qui permettent de s'assurer contre les mouvements de change. Mais lorsque le produit lui-même est détaché, ce qu'on appelle à nu, lorsqu'il est détaché de la valeur d'un bien, il n'a pas à être mis comme enjeu de la spéculation. Il faut casser la spéculation en cassant un certain nombre de produits qui l'encouragent. Alors, jugez-vous crédible l'hypothèse d'un coup d'État ou au moins d'un troisième tour financier après l'élection si vous êtes élu? Ceux qui évoquent le troisième tour, c'est ceux qui ont peur du premier tour. Mais néanmoins, est-ce que vous le jugez crédible? Surtout si il est encouragé. Si c'est un appel qui est lancé, j'ai compris que le candidat sortant essayait de laisser croire que ça pouvait même arriver avant le second tour, pour créer je ne sais quelle panique, quelle peur, non pas sur les marchés, mais sur les Français. Donc je trouve que ce n'est pas, de la part de celui qui est encore président de la République pour quelques jours, une bonne manière. Pas par rapport à moi, mais par rapport aux intérêts du pays. On ne va jamais encourager la spéculation, parce que ce qu'on appelle le loup, il peut venir. Bon, surtout qu'il est tenté de le faire. Donc, ce qui doit être ma responsabilité comme candidat, c'est de dire, voilà mes engagements. À la fois par rapport à la finance, je viens de l'évoquer, mais également par rapport au rétablissement des comptes. Donc, qu'on ne vienne pas nous chercher sur notre volonté de réduire la dette ou les déficits. Parce que là aussi, j'ai entendu le candidat sortant dire que François Hollande s'engage pour la réduction de la dette. Mais de quelle dette parle-t-il? Celle que nous avons créée, nous? Ou celle qu'il a produite lui-même? Enfin, avec la majorité sortante, 600 milliards d'euros. Il est vrai que le prochain président, je ne sais pas qui ce sera, aura à régler non pas la dette qu'il aura lui-même générée, mais la dette dont il aura hérité. Donc moi, ma position en ce moment, et c'est très important votre question, c'est de dire au marché, voilà, quels seront nos choix. Ensuite, c'est de prévenir un certain nombre d'opérations spéculatives. On a évoqué des produits financiers. Et enfin, c'est de mettre en place en Europe des fonds, il en existe un, mécanisme européen de solidarité, qui puisse être suffisamment puissant pour décourager toutes les opérations spéculatives contre les dettes souveraines. Aujourd'hui, la France emprunte à 3% environ. On voit bien qu'il y a une reprise de la crise de la dette après 3 ou 4 mois d'accalmie. Que se passe-t-il si la crise gagne, l'Espagne, l'Italie, puis la France, et que demain on emprunte à 6 ou 7%, comme l'Espagne a pu être contrainte ces derniers mois? Qu'est-ce que vous faites? Quel levier avez-vous pour bloquer cette spéculation? D'abord, je ne me mets pas dans cette hypothèse. Vous avez raison de rappeler qu'actuellement, le taux sur les emprunts d'État, c'est un peu moins de 3%. Et les Allemands sont à 1,2, 1,3. Ils ont même été à un moment avec des taux d'intérêt négatifs. Bon. Donc, ce que nous devons rechercher ensemble, les pays européens, c'est que le taux d'intérêt sur les emprunts d'État soit le plus faible possible. C'est vrai qu'il y a quelquefois des opérations qui peuvent toucher en ce moment l'Espagne ou l'Italie. Et c'est là que je reviens sur ce que nous devons faire à l'échelle de l'Europe, ce mécanisme européen de solidarité. Moi, je voudrais qu'il soit accroché davantage à la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La Banque centrale européenne, ça a été un élément d'apaisement d'ailleurs, a inondé de liquidités le marché en prêtant directement aux banques à 1%. À 1%. Mais on en est l'effet épuisé aujourd'hui. Donc, et les banques pourraient demain prêter à 6%. Donc c'est quand même un processus invraisemblable. C'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui fournit des liquidités et puis des banques qui pourraient prêter à l'Espagne ou à l'Italie à 5 ou 6. Ma position, c'est que quitte à abonder le marché en liquidité, mieux vaudrait que la Banque centrale prête directement aux États qui sont concernés. Donc vous êtes d'accord pour transformer les traités, puisque c'est interdit par les traités en ce moment, pour faire que la BCE soit prêteur en dernier ressort? C'est une position que je défends. Je sais que les Allemands, ils sont totalement hostiles.
Mais il y a un moment aussi, ils doivent comprendre que mieux vaut intervenir directement auprès des États plutôt que de prendre un intermédiaire, en l'occurrence le secteur bancaire, qui lui-même va finir par prendre une rente sur elle est déjà prise. prêts que la Banque centrale ont pu lui accorder. On attend beaucoup quand même, si vous êtes élu, vos positions sur un certain nombre de décisions. Et notamment, il y a un certain nombre d'études qui disent, de toute façon, François Hollande sera obligé de faire les réformes d'austérité, les réformes sur le marché du travail, et le marché l'y contraindra, la dégradation de la France risque d'arriver. Est-ce que vous avez les moyens de résister à ce discours-là, à ne pas suivre l'Espagne, l'Italie, sur les réformes du marché du travail, puisque c'est manifestement les nouvelles demandes des marchés financiers et de la Commission européenne. Réforme sur le marché du travail, qu'est-ce par exemple? C'est-à-dire la remise en cause, par exemple, du contrat à durée déterminée. Très bien. Bon, Indéterminé, pardon. Indéterminé, on avait compris. D'abord, je vais rappeler que la France a déjà été dégradée au mois de janvier par une agence et a été mise sous perspective négative par une autre agence, Moody's. Donc, ne laissons pas penser qu'il y aurait un risque de dégradation avec l'élection présidentielle. Ça a déjà été fait. Deuxièmement, est-ce que les pays qui ont été parfois contraints de mener des politiques d'austérité, je pense à l'Italie, l'Espagne, compte tenu de l'ampleur de leur déficit et de leur dette, se sont retrouvés sur un chemin de croissance? Non. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait une récession dans ces pays aggrave encore les conditions du rétablissement des comptes publics. Donc moi, ma position, et je vais la plaider avec toute la force nécessaire que me donnera le peuple français avec l'élection présidentielle, c'est de faire que dans le traité qui sera renégocié, il y ait cette dimension de croissance, que l'austérité ne soit pas le seul chemin pour rétablir les comptes publics, parce que l'austérité sans croissance, il n'y a pas que moi qui le dis, même des opérateurs sur les marchés s'en sont rendus compte, même les agences de notation qui sont bien conscientes qu'il y a des conditions économiques pour retrouver les équipes, commencent à dire, mais il nous faut de la croissance. Le gouvernement espagnol, Rajoy, a fait la même constatation et dit je ne vais pas respecter les objectifs de réduction du déficit. Les Néerlandais sont dans le même état d'esprit et même Mario Monti, qui est dans une situation très particulière, dit mais il nous faut de la croissance. Sans croissance, on ne peut pas y parvenir. Et donc le rôle de l'Europe, c'est d'apporter la croissance que les États ne peuvent pas stimuler par eux-mêmes, faute de moyens budgétaires. Et comment faites-vous pour passer outre le refus de l'Allemagne et d'Angela Merkel, qui jusqu'à présent s'est refusée à toute avancée sur ce point, et avec en plus un certain nombre d'Européens disent que ça a été tellement difficile d'accoucher déjà de ce traité que si on le remet en chantier, on va repartir pour 6 mois, et d'ici là, Mais je pense que l'idée progresse. Que le vote des Français sera un élément très important, non pas simplement dans la prise de conscience, mais dans le rapport de force. Je pense qu'en Allemagne, il y a aussi cette lucidité. On ne peut pas être un îlot de prospérité quand l'ensemble de l'Europe est au ralenti. Que Mme Merkel, pour faire ratifier son traité, a besoin de l'accord des sociodémocrates, parce qu'il faut une majorité des 2/3. Que les sociodémocrates allemands sont aussi conscients que nous devons avoir plus de croissance. Donc voilà. Il y a des éléments qui me laissent penser... Et si elle vous dit non, est-ce que vous êtes prêt à aller au bras de fer avec elle? Est-ce que vous êtes prêt à faire la politique de la chaise vide, à former une coalition, une coalition avec l'Espagne et l'Italie? Qu'est-ce que vous avez comme moyen pour l'amener à évoluer. À évoluer. Voilà. Moi, je suis pour la chaise pleine. Vous voyez, celui qui reste sur sa chaise jusqu'au bout. Pas celui qui dit je m'en vais. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui dit mais si vous ne me permettez pas d'avoir un Schengen modifié, je m'en vais. S'il n'y a pas le Business Act, je m'en vais. Bon, il n'ira nulle part d'ailleurs. Si, il s'en ira le 6 mai. Mais ça, c'est autre chose. Donc, nous devons dire aux Allemands écoutez, on va négocier, on va discuter. On a parlé de la Banque Centrale Européenne. Vous avez déjà des positions assez fermes là-dessus. Vous voulez qu'on réduise notre déficit, mais nous aussi. Mais vous ne pouvez pas nous imposer en plus une austérité pour toujours.
Parce que le traité budgétaire, c'est l'austérité pour toujours. Bah, c'est aussi ce qui est prévu dans le mécanisme de stabilité, puisque de toute façon, les gouvernements européens doivent retrouver l'équilibre en 2016 et après dégager un excédent budgétaire à 0,5. C'est-à-dire s'il n'y a pas de croissance, on a le sentiment que la dette est maintenant s'il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas ce cheminement-là. Et donc, les Allemands le comprendront. Je ne dis pas que ça sera simple, je ne dis pas qu'il suffit que le peuple français dise c'est notre position et tous nos partenaires se soumettront. Ce serait d'ailleurs une démarche totalement prétentieuse et brutale. Mais vous avez parlé de rapport de force. Oui, il y a un rapport de force. Et on dit qu'il n'y a que des gouvernements conservateurs. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y a quelques gouvernements progressistes. Mais même chez les conservateurs, qui quand même se sont rendus compte que tous les sortants étaient quand même en difficulté au plan électoral. Donc ils ont quand même. Vous pensez que c'est un élément? Je pense que même pour Mme Merkel, qui a des élections c'est un élément de réflexion de septembre 2013, je pense que ça serait un élément de réflexion si la gauche gagne en France. Donc vous avez les moyens, vous pensez, de construire un rapport de force? Mais si je ne croyais pas, je ne me présenterais pas devant les Français. Dernière question, Martine. Ce matin, vous avez déclaré dans un entretien à Libération, ça fait 3 ans que les marchés imposent leurs règles et leur domination, et c'est d'ailleurs ce que je reproche aux candidats sortants, d'avoir été incapables, avec les autres dirigeants européens, de mettre un coup d'arrêt au mouvement spéculatif. Oui. Vous avez annoncé que vous vouliez dominer la finance. Quels moyens, quel effet de levier, quel plan de défense vous avez pour lutter contre la finance? Si, lorsque la crise grecque est apparue, il y avait eu un instrument financier puissant de mutualisation de la dette grecque, qui n'était pas considérable à l'échelle de l'ensemble des dettes des pays constituant la zone euro. Le mouvement spéculatif aurait été arrêté net. Donc je suis toujours favorable à un mécanisme puissant lié à la Banque centrale européenne pour intervention sur les marchés, pour casser la spéculation lorsqu'elle joue forcément à coup sûr pour des gains. Et deuxièmement, je suis favorable aux eurobonds pour permettre, pas simplement la mutualisation de la dette, mais permettre que nous puissions investir pour l'avenir. Et enfin, je suis pour l'interdiction des produits financiers, comme on en a parlé à l'instant, qui sont vente à découvert, vente à terme. C'est la première mesure que vous prendriez ? Sur ce que je peux faire déjà en France, oui, sans oublier la réforme bancaire que j'ai également proposée, c'est-à-dire la distinction entre les opérations de dépôt et de crédit, dont nous devons même faciliter l'ampleur, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'alimenter les entreprises en crédit. Le risque avec les accords BAL 3, etc., c'est qu'il y ait un manque de crédit pour les entreprises, donc favoriser l'activité de crédit et séparer cette activité de crédit de l'activité spéculative. Une toute petite question. Quand est-ce que à quelle échéance vous voulez mettre en œuvre cette réforme bancaire ? Je pense que nous devons le faire d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, Martine. Pendant que Lénaïque Bourdou vient s'installer, c'était la fin de cette première partie consacrée aux questions économiques et sociales, copieuse première partie. On n'est qu'à la première partie. François Hollande, oui, ce n'est que la fin de la première partie. Lénaïque Bourdou sur la nuit qu'on va passer sur les questions politiques. Mais j'ai pas osé vous le dire au début, mais pour l'instant, le recordman est Jean-Luc Mélenchon avec 2h30. Bon, vous voyez. Ça ne m'étonne pas de lui. Voilà, Lénaïque Bourdou. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Moi, je vais poser des questions un peu plus politiques sur les rapports que vous avez avec les autres candidats de gauche, parce qu'on a été interpellés par de nombreux abonnés, et cela depuis de nombreux mois, et encore ce soir, qui nous posent assez brutalement la question, donc je vais vous la poser de façon aussi brutale qu'ils la posent. Brut de décoffrage, allez-y. Voilà, c'est ça exactement. Qu'est-ce que c'est donc que cette gauche qui ne se parle pas entre elles lors de cette campagne présidentielle ? Se parler, c'est pour gagner, et je crois que nous le ferons. Mais à quel moment ? Au lendemain du premier tour, parce que c'est l'enjeu que nous partageons. Se parler pour diriger la France, ça c'est une vaste question. Moi j'ai dit que j'étais ouvert, que les forces politiques qui m'auront soutenu pour le second tour, si je suis au second tour, et qui nous auront permis de gagner l'élection présidentielle, ces forces seront associées au gouvernement du pays. Alors, après, pour mesurer les rapports entre les familles politiques, il y aura les élections législatives qui interviendront, parce que ce serait la majorité de demain qui aurait à diriger la France à travers son gouvernement. Est-ce que cette gauche qui se retrouve derrière Jean-Luc Mélenchon voudra participer au gouvernement ?
Ça, la question sera posée. Moi, j'ai dit que j'étais disponible. Vous avez dit que vous étiez disponible et vous avez aussi dit que vous aviez un programme Ouais. et que vous les appeliez à vous rallier sur la base de ce programme. Je dis oui, ça de façon un peu... rallier, je pense que ça ne serait pas le mot que j'emploierais parce qu'il y a un côté... Vous avez déjà parlé de ralliement. J'ai dit que je me suis présenté devant les Français avec un projet. Je ne vais pas en changer. Je ne vais pas dire, voilà ce que je vous ai présenté avant le premier tour, j'en change pour le second tour. Personne ne comprendrait. Donc au lendemain d'une victoire, c'est autour de ce projet. Ça ne m'empêchera pas d'écouter ce qu'auront dit les électeurs de Ça veut premier dire tour. que ce projet peut être amendé en fonction des résultats. Pas le cœur, mais en tout Non, cas la mais logique. je mais en tout cas... ne vais pas négocier ce projet. Il n'est pas négociable au sens où, dans une élection présidentielle, on ne négocie pas entre partis politiques, ni même entre candidats. Mais en même temps, moi, j'ai à écouter ce qu'auront dit les Français dans le premier tour. Et a fortiori, ce qu'ils auront décidé au second tour. La force de la majorité qui me sera donnée. Alors moi, je souhaiterais que cette gauche se parle sans doute davantage pour travailler ensemble. Mais je vais vous dire les choses très clairement. Moi, je ne suis pas d'accord sur les propositions que peut faire, enfin toutes les propositions, il y a certaines qui bien sûr sont communes, que peut faire Jean-Luc Mélenchon ou Eva Joly. Si on était tous d'accord, d'ailleurs, on n'aurait fait qu'une seule candidature. Mais je n'ai pas d'adversaire à gauche. C'est-à-dire que je considère que je n'ai pas à faire une polémique avec un candidat de gauche ou une candidate de gauche ou écologiste. Mon seul adversaire, c'est la droite et Nicolas Sarkozy, et bien sûr l'extrême droite. Donc voilà pourquoi je n'essaye pas d'avoir une querelle à gauche, parce que je pense que les Français ne l'accepteraient pas. Mais Ils ont bien compris qu'il y a des différences. Un débat, c'est pas forcément une querelle, hein, non. c'est pas la même chose. Mais on va pas Ils ne débattre. se plaignent pas de l'absence On de va pas querelle. débattre ensemble à la veille du premier tour. Les gens diraient mais vous n'avez rien d'autre à faire que de vous échanger des arguments qui peuvent abîmer ou réduire votre propre influence. Vous Donc avez voilà. l'impression que la primaire socialiste, où il y avait un débat entre vous, a abîmé Non, mais à les ce moment-là, candidats si on s'était retrouvés tous en primaire, ça aurait été possible. De dire voilà, toute la gauche, celle qui veut gouverner, hein, a décidé de présenter une candidature commune. On se serait retrouvés en primaire, on aurait débattu. Mais là, c'est un premier tour. C'est différent. Et alors, il y a un point précis qui inquiète plus particulièrement nos abonnés, c'est le cas de l'accord avec Europe Écologie Les Verts, dont on vous parle énormément depuis des mois. Mais parce que vous avez dit quelque chose mercredi que vous n'aviez pas dit aussi clairement, vous l'avez dit sur France 2. Jusque-là, c'était pas aussi clair que vous étiez d'accord pour appliquer cet accord sur la partie d'accord de circonscription qui concernait l'accord entre les deux partis. Que vous d'ailleurs, vous l'avez redit ce matin dans Libération, que vous trouviez légitime qu'il y ait des députés écologistes, mais que cet accord ne porterait pas, vous ne l'appliquerez pas forcément sur le volet programmatique. À quoi donc voulez-vous que servent des députés écologistes, que vous appelez donc de vos voeux, si ce n'est pas pour avoir une influence sur le fond de la politique que la gauche mènerait si elle arrivait au pouvoir? Donc, d'abord, dans le projet que j'ai présenté devant les Français pour l'élection présidentielle, il y en a beaucoup de ces propositions qui étaient dans celle du Parti socialiste et dans l'accord avec les écologistes. Mais vous savez bien qu'on a eu une différence. Voilà. Et je l'ai suffisamment marqué sur le nucléaire. Voilà. Bon. Donc, dès lors qu'il y a une candidature écologiste à l'élection présidentielle qui défend la sortie du nucléaire, et que moi-même j'ai pris une position sur la réduction de la part du nucléaire, mais dans un temps long, c'est-à-dire 2025 pour passer de 75% à 50%, si je suis au second tour et si je gagne, ce sera sur cette proposition-là que j'appliquerai le projet du gouvernement. D'accord, mais par exemple, aujourd'hui, et c'est déjà le cas par exemple au Sénat, pour faire voter un texte, vous avez besoin d'alliés déjà au Sénat. À l'Assemblée, on ne sait pas, peut-être les électeurs donneront une majorité absolue au Parti socialiste, on ne le sait pas pour l'instant. Mais en tout cas, on sait qu'au Sénat, c'est déjà le cas. Ça veut dire que vous avez de toute façon besoin d'alliés pour faire appliquer ces textes. Donc du coup, il y a une ambiguïté sur ce que quand vous dites ce sera sur la base de mes propositions, et en même temps, vous aurez besoin de toute façon de négocier avec des alliés ou d'en trouver d'autres, si ce n'est pas les écologistes, pour faire voter ces lois. Mais moi, je respecte le Parlement. Je ne suis pas un président de la République qui dira qu'il fait la loi. Je n'annoncerai pas de loi avant que le Parlement ne les ait lui-même approuvées. Je donnerai mes intentions. C'est une différence avec ce qui s'est passé pendant 5 ans. Ensuite, il y aura une majorité parlementaire. Je ne sais pas quelle sera exactement sa composition. Je ne sais pas d'ailleurs si toutes les formations voudront aller au gouvernement. Les écologistes n'ont pas encore délibéré sur ce point. Mais
quand le gouvernement présentera un projet de loi, il sera discuté. Et j'imagine que les députés écologistes, même ceux qu'on aura fait élire dans le cadre de cet accord, défendront leur propre position. C'est bien légitime. Les députés du Front de gauche, il y en aura, il y en a déjà, du Parti communiste, ils défendront leur propre position. Après, il faut faire passer le texte. Alors, vous me direz, je souhaite qu'il y ait aussi beaucoup de socialistes à l'Assemblée nationale. Je vous le confirme. Merci. Léna, merci. Alors, les questions qui fâchent, on reprend. Parce que celle-là ne fâchez pas, peut-être. Oh non, celle-là est cordiale. Attendez, voilà. Fabrice Arfi est là-bas, sa barbe est plus drue que la mienne et plus brune. Voilà, il est là. Donc, Fabrice, question qui fâche. Première question, Monsieur Hollande. Vous avez dirigé le Parti socialiste de 1997 à 2008. Oui. 3 élus de premier plan, locaux, je les cite, Jean-Pierre Cuchéda dans le Pas-de-Calais, Jean-Noël Guérini dans les Bouches-du-Rhône et Robert Navarro dans l'Hérault ont été parmi vos plus inébranlables soutiens quand vous dirigiez le PS. Chacune de leurs fédérations ont d'ailleurs voté massivement pour vous à chaque congrès du PS. C'est ce que je crois on appelle dans le couloir de Solferino le vote au canon. Or voilà, ces 3 dignitaires socialistes sont aujourd'hui au cœur d'importants scandales judiciaires. L'un d'entre eux, M. Guérini, est même mis en examen pour, je cite, prise illégale d'intérêt, trafic d'influence et c'est extrêmement rarissime, association de malfaiteurs. Alors ma première question est très simple. Dans la position qui est la vôtre aujourd'hui, votre proximité avec ces 3 personnes est au choix A, embarrassante, B, gênante ou C, encombrante? Ni A, ni B, ni C. J'ai été premier secrétaire pendant effectivement 11 ans. Ces personnes-là n'étaient pas du tout, à ce moment-là, l'objet de procédures judiciaires. D'ailleurs, je vais être précis. Il y a une mise en examen qui concerne Jean-Noël Guérini. Il y a une procédure qui est ouverte, mais qui n'est pas encore conclue par une mise en examen qui concerne Robert Navarro. Et il y a, à ma connaissance, aucune procédure judiciaire qui est ouverte par rapport à Jean-Pierre Cuchéda. Mais moi, quand j'étais premier secrétaire, ces personnes-là n'avaient pas du tout été inquiétées ou mises en cause, à aucun moment. Donc je n'avais pas à prendre une sanction ou une décision par rapport à des enquêtes qui n'étaient pas du tout engagées et des procédures judiciaires qui n'étaient pas du tout, à ce moment-là, initiées. Bon, Alors, la question, mais je la reprends, si demain je suis président de la République, et si ces personnes sont dans des procédures judiciaires, 2 d'entre elles sont déjà plus au Parti socialiste, hein, Robert Navarro et Jean-Noël Guérini. Mais moi, je laisserai la justice fonctionner et travailler. Et j'ajoute même que tout élu qui sera condamné pour corruption ne pourra plus être éligible pendant 10 ans. Donc je serai intraitable, quelles aient pu être mes relations politiques avec des personnes pour lesquelles je peux avoir un moment où des souvenirs ou de la considération ou aucun lien. Alors vous dites qu'il n'y avait pas de procédure judiciaire, mais il y avait des faits, M. Hollande. Je vais vous en citer quelques-uns précis. En 1999, sous votre responsabilité, alors que le PS enquêtait déjà sur les dérives du parti à Marseille, le secrétaire national aux fédérations, un certain François Rebsamen, découvre que sur 11 400 militants, seuls 7 000 répondaient aux adresses indiquées. Donc les militants fantômes ont été radiés, et puis rien du tout. La justice n'est pas saisie. M. Guérini, qui dirige la fédération, n'est pas inquiété, il n'est pas écarté, il n'est pas évincé. Parallèlement, le nombre de dirigeants socialistes marseillais, dont le patron est donc M. Guérini, et qui sont employés par le Conseil général, dont le patron est M. Guérini, a explosé, provoquant des situations évidentes de mélange des genres, voire des soupçons d'emploi fictif. Alors, ma question, M. Hollande, c'est en laissant faire de telles pratiques, n'avez-vous pas, d'une certaine manière, contribué à la prospérité de baronnies locales, à l'abri desquelles s'est développé l'incroyable clientélisme, précisément, qui est aujourd'hui au cœur des procédures judiciaires? Alors, vous évoquez ce que j'ai fait en 99 et que vous auriez dû saluer et même me féliciter. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement, depuis des années, ça remonte disons à l'histoire même du Parti socialiste, il y avait un débat sur les cartes de la Fédération des Bouches-du-Rhône. Et parce que j'ai voulu faire la clarté, j'ai fait une procédure pour vérifier quels étaient exactement les adhérents. Et les responsabilités? Et à l'époque, ce n'était pas Guérini qui était le premier secrétaire, je ne crois pas. 98, monsieur? Non, je ne crois pas. Enfin bon, en tout cas, c'est lui-même étant partie prenante, il a accepté, comme d'ailleurs tous les élus socialistes,
qu'il y ait cette clarification et cette réduction du nombre de cartes. Ce n'est pas d'ailleurs un objet délictuel, c'était plutôt un objet de débat interne au Parti socialiste, puisque ces fédérations pesaient beaucoup plus que ce qu'elles auraient dû. Donc ce n'est pas un problème judiciaire, là, c'est un problème purement politique, et c'est pour ça que j'y ai mis bon ordre. Sur la presse, sur le fait que des présidents de conseil général puissent avoir quelque influence sur des fédérations, ça c'est possible, c'est même réel, mais ce n'est pas un fait délictueux non plus. Moi je suis président d'un conseil général, ma fédération généralement vote pour moi, mais moi je n'ai pas d'agents du conseil général qui sont dirigeants de la fédération. Hein. Donc c'est pas en soi délictueux. Moi je n'approuve pas ce type de comportement. Mais ce n'est pas interdit d'être fonctionnaire d'un conseil général et d'être membre du Parti socialiste. Ce n'est pas ma façon de faire. Ce n'est pas ma question non plus. Voilà. Concernant M. Robert Navarro, des dates. Le 28 septembre 2010, le Bureau national du PS a placé sous tutelle la Fédération de l'Hérault en raison, je cite, de nombreux dysfonctionnements, comprendre des soupçons de détournement de fonds découverts sous la direction de M. Navarro, qui est un de vos soutiens. Le 31 mars 2011, le PS a annoncé sa décision de déposer plainte pour abus de confiance contre M. Navarro. Malgré cela, le 21 juillet 2011, donc postérieurement à ces deux événements, Robert Navarro est mandaté par vous, par courrier, afin d'être le coordinateur de votre campagne pour les primaires dans l'Hérault. Monsieur Hollande, est-ce qu'en politique, il n'existe pas un devoir d'exemplarité ? Mais là, vous savez que Robert Navarro avait soutenu Georges Frêche, je vais faire l'historique, pardon, et donc avait été exclu du Parti socialiste. Ensuite, le Parti socialiste s'est retourné contre ceux qui avaient soutenu Georges Frêche. Des soupçons avaient pu être évoqués. Pas de procédure judiciaire. Vous-même, vous ne pourriez pas d'ailleurs me mettre en cause parce que j'aurais mis dans une équipe pour les primaires une personne qui n'était pas mise en examen. Mais il n'y a pas de procédure et la mise en examen dans la vie. Déjà mise en examen, j'aurais toujours pu prétendre à la présomption d'innocence, mais là, en l'occurrence, il n'était plus membre du Parti socialiste et pas mis en examen. Je ne vois pas pourquoi j'aurais eu à dire à ce monsieur, écartez-vous, détournez-vous, je vous soupçonne de quoi? Je n'en sais rien. Mais le Parti socialiste l'exclut, le Parti socialiste porte plainte contre lui, le Parti socialiste met sous tutelle la fédération. Il n'y a pas qu'une procédure judiciaire dans la vie, il y a l'élément moral. Un conflit qui existait entre lui et le Parti socialiste, il n'y avait pas de doute. Donc c'était pas vous, c'était le Parti socialiste. Mais moi, je n'étais pas premier secrétaire à ce moment-là, j'étais candidat aux primaires. Ensuite, je ne sais pas s'il sera mis en examen. Ce que je sais, c'est que son immunité a été levée et que les socialistes l'ont voté. Alors, dernière question, je vais vous lire un extrait d'un livre qui s'appelle Rose Mafia, qui a été écrit par Gérard d'Allongeville, l'ancien maire de Hénin-Beaumont, qui est aujourd'hui poursuivi par la justice, également dans des histoires de malversation et des détournements de fonds. Son témoignage est accablant et je vais vous lire quelques petits passages qui vous concernent personnellement à la fin de son livre. La révélation des turpitudes, je cite, du Pas-de-Calais, a donné le départ du bal des hypocrites avec comme premier danseur sur la piste l'ancien premier secrétaire du PS et l'actuel. Hollande et Aubry ont été alertés à de nombreuses reprises sur les irrégularités existant dans la gestion financière de la Fédération du Pas-de-Calais. Il ne manque pas de témoins. François Hollande, vous, s'est rendu à de nombreuses reprises dans la Fédération. Par exemple, il est venu me soutenir lors des élections municipales de 2008. Le 20 février 2008, il était présent à Hénin-Beaumont pour appeler, ouvrez les guillemets, à voter pour la liste de gauche, la liste de Gérard. Monsieur d'Allongeville, l'auteur des lignes que je lis. Ce même février, nous sommes en 2008, ouvrez les guillemets, Hollande remet officiellement la médaille de 50 années de socialisme à Claude Chopin, l'organisateur des détournements de fonds à la mairie d'Hénin et de l'affaire des avions taxis, le chef d'orchestre des appels d'offres truqués, le responsable de l'alimentation du coffre du bureau du maire. Le premier secrétaire ne peut pas dire qu'il ne savait rien puisqu'il est resté 11 heures à la tête de Solferino. Il connaissait la région, la fédération, son financement. Le premier secrétaire ignorait-il tout des financements d'une fédération qui, par son nombre d'élus et d'adhérents et son poids politique, est l'une des toutes premières du parti. Il avait besoin du soutien des élus locaux et du bassin minier pour sa réélection comme premier secrétaire, et comme il en a eu besoin ensuite pour la primaire, ce qui vous vaut d'être aujourd'hui candidat à la présidentielle. Alors, Monsieur Hollande, ma question est directe et dans le sillage de ce témoignage. Avez-vous fermé les yeux sur ce qui s'est passé dans cette fédération en contrepartie de soutiens électoraux au sein du Parti socialiste? Mais là, je trouve que vous êtes au-delà de ce que vous pouvez faire. Ce monsieur-là, il est accusé de quoi? Il est allé en prison parce qu'il avait détourné des fonds. Et il vient dire que parce que moi je suis premier secrétaire et j'ai été plusieurs fois, et ben heureusement que je suis allé dans le Pas-de-Calais, aller soutenir des candidatures, aller récompenser des militants
valeureux, j'imagine, qui a dû avoir 20 ans ou 30 ans de carte du Parti socialiste, que j'aurais manqué à mes devoirs. C'est lui qui a manqué à tous ses devoirs. C'est la corruption qui est en cause. Moi, j'ai fait mon travail de premier secrétaire, d'aller dans une fédération qui est ouvrière, qui défend un certain nombre de valeurs, de principes, où il y a de nombreux élus qui se dévouent chaque jour et qu'on ne peut pas soupçonner. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une procédure judiciaire sur cette fédération? Elle n'est même pas engagée, elle n'est même pas ouverte. Il dit même, et vous l'avez rappelé, que je suis allé, quand il était candidat aux élections municipales, je ne connaissais rien de sa situation, parce que si je l'avais connu, je n'y serais pas venu. J'ai dû soutenir contre une liste du Front National. Et donc j'ai fait campagne, effectivement, pour ce personnage. Donc moi, je n'ai rien à voir avec lui, d'abord, mais aussi avec tout ce qu'il laisse penser d'une fédération qui, pour l'instant, et à ma connaissance, aucune procédure n'est ouverte. Et je n'ai fait que mon devoir, parce que je pense que le candidat sortant utilisera ce type de témoignage. Moi, je n'utilise pas le témoignage de personnes corrompues. Je n'utilise pas de personnages qui sont allés en prison. On a découvert dans son coffre de l'argent liquide. Et c'est celui-là qui va me faire la leçon, qui va me dire ce qu'il conviendrait de faire. Donc ne vous laissez pas, vous, instrumentaliser, de faire le porte-parole d'une personnalité qui n'est quand même pas, elle, digne de confiance. Il se défend, il y a la Ah présomption ben, d'innocence. d'accord, vous avez bien qu'il y a la présomption procédures d'innocence pour lui, judiciaires. Alors, je vais juste, non, je il n'y en vais avait vous pas poser pour une les question autres. très précise. Je Soyez vais continuer attentif là-dessus. de continuer à faire ce que vous me dites que je ne dois Oui, pas oui, faire. faites-le parce que Je vais continuer. c'est Donc vous important. n'avez jamais été alerté en 11 ans à la tête Mais de ce vous l'avez phénomène. été, vous? Ah non, mais moi je Non, ne mais dirigeais donc, pas le Parti moi, Socialiste. mais enfin, vous êtes journaliste, vous faites votre travail. Est-ce qu'il y avait une enquête? Est-ce qu'il y avait une procédure? Et est-ce qu'il y en a une encore aujourd'hui? Donc je n'ai pas été alerté parce qu'il n'y avait rien qui n'était venu jusqu'à moi. Et s'il y avait d'ailleurs eu des malversations, j'en aurais eu, comme vous, connaissance par la justice ou par la Chambre régionale des comptes. Et donc je n'ai pas eu à en connaître parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Mais je revendique parfaitement d'avoir dirigé le Parti socialiste. Je fais une rectification par rapport à ce que vous dites. Pour les primaires du Parti socialiste, la Fédération du Pas-de-Calais n'a pas pris position pour moi. Fabrice? Juste petite Ben chose. oui. Allez, dernière question. Non, mais est-ce qu'on savait, est-ce qu'on ne savait pas? Le 8 mars 2012, dans les colonnes de Mediapart, le député de l'Essonne, François Lamy, nous confie, nous savions, oui, qu'il y avait des problèmes. Ah ben, dans cette peut-être qu'il le fédération. savait depuis 2008, mais pas moi. À vous. Moi, je ne suis plus premier secrétaire depuis 2008. Fabrice Arfi, merci beaucoup. Nous passons à la troisième partie, François Hollande, consacrée à l'exercice du pouvoir, à l'exercice de la fonction présidentielle. Edoui Plenel. Vous voyez l'utilité, François Hollande, de la presse indépendante, irrévérencieuse, qui interpelle. Mais non, mais y c'est compris- très bon parce que, comme Nicolas Sarkozy utilise systématiquement... Ces questions font partie du donc, débat public. ça me permet de lui répondre d'ores et déjà. Ça Et puis- évitera de le faire dans le débat de second tour. Il ne vous a pas échappé qu'hier à la télévision, le même Nicolas Oui, Sarkozy il le fait à chaque fois. voilà, a répondu sur des révélations de Mediapart. Edoui. On a réussi à vous énerver un peu. Vous savez, on a même Non, fait parce pour que Eva je- Joly. je Vous savez, m'énerve Eva pas, Joly s'est j'essaye même de- levée, vous de- savez. de ne Elle pas- s'est levée, elle en a perdu son micro, je vous... Non, mais moi, je Je ne veux vous pas engage donner pas à la l'impression d'être même. énervé, je veux être intraitable sur ces questions-là. Donc, je ne tolère pas le moindre soupçon. Voilà. Sur ma personne, en tout cas. Alors maintenant, on va parler d'une question à laquelle nous sommes très sensibles, très attachés, puisque nous sommes un journal indépendant, qui est la question démocratique, qui est totalement liée, vous le savez bien, à la question sociale, puisque c'est la question de l'égalité, l'égalité des droits, l'égalité des possibles, l'égalité devant la justice. Et ça partage, ça traverse l'ensemble du débat dans le pays. Alors nous avons tous regardé votre programme. Nous avons découvert ce programme à la première personne, comme vous l'énoncez, y compris dans vos réponses ce soir. Je veux redresser la France, je veux rétablir la justice, je veux redonner espoir aux jeunes, je veux une République exemplaire. Et là, il m'est revenu le souvenir d'un dirigeant de la gauche qui, il y a quelques années, mettait en garde contre cet usage du jeu, à l'époque où il critiquait le futur président, le candidat sortant, comme vous dites, sa culture politique de pouvoir personnel. Je cite ce dirigeant, il disait « Cet usage répété du je plutôt que du nous, la mise en scène de la personne comme une offre politique à elle seule, ce narcissisme érigé en doctrine qui identifie le pouvoir à celui qui le désire le plus, il critiquait tout cela, et il disait ce avec quoi il faut en finir, c'est le narcissisme démocratique, cette identification du pouvoir à un seul d'entre nous.
Alors donc, François Hollande, puisque c'est Je vous que connais je ce cite, dirigeant, oui. ce dirigeant, c'est vous en 2006. Le présidentialisme a déjà gagné. Vous n'êtes même pas élu. Que ça y est, c'est la première personne. C'est c'est la présidence à la première personne. On en sort là. Alors, je dis bien je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est pas nous. Je suis pas entouré d'une équipe. Je suis seul devant vous. Mais vous serez nous. Mais- Votre fauteuil, c'est le nôtre. Non, mais demain. Ce sera le nôtre. Mais demain, si je suis élu, je ne dirigerai pas seul la France. Et j'ai d'ailleurs bien marqué que être chef d'État n'est pas être chef de la majorité, être chef de parti ou être chef encore d'une faction ou d'une famille. Moi, si je suis le prochain chef de l'État, je mènerai la politique de la France en fonction des orientations. Ensuite, il y aura un gouvernement pour mettre en œuvre une politique. Ce gouvernement sera responsable devant le Parlement. Il n'y aura d'ailleurs, de ce point de vue, aucune confusion. Jamais je ne recevrai des majorités parlementaires à l'Élysée, si je suis dans ce cas de figure. Jamais je ne participerai à quelque congrès de parti que ce soit. Jamais je ne conduirai une campagne législative comme président de la République. Donc, c'est déjà une très grande différence par rapport à ce qui s'est produit, pas simplement depuis 5 ans, depuis un certain nombre de présidences qui se sont succédées. Ensuite, je prends le nous, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui légiférerai, c'est le Parlement. Ce n'est pas moi qui viendrai défendre une politique devant les élus de la nation, c'est le Premier ministre, qui ne sera pas un collaborateur. Et les ministres seront responsables de leur secteur ministériel. Je ferai aussi en sorte qu'il n'y ait pas de cumul des mandats entre une fonction ministérielle et une fonction d'exécutif local. Et qu'il y ait même une charte éthique qui sera d'ailleurs valable pour tous ceux qui seront dans l'exécutif, pour éviter tout conflit d'intérêts. Je ferai en sorte aussi que l'indépendance de la justice soit garantie. Je mettrai en cause le statut pénal du chef de l'État actuel, protecteur. Et je supprimerai la Cour de justice de la République pour les ministres. Donc c'est à la fois un pouvoir différent et c'est aussi une conception collective de l'action. Ça ne veut pas dire que le président n'ait pas d'autorité, ne fixe pas des décisions, ne donne pas une vision, mais je suis pour le respect des corps intermédiaires, pour les partenaires sociaux. Je respecte les syndicats. Je suis aussi conscient qu'il n'y aura pas de transformation du pays sans un nouvel acte de décentralisation, sans des pouvoirs qui seront donnés aux collectivités locales. Et enfin, je n'écarte aucun débat citoyen. Et sur l'énergie, sur le nucléaire, il y aura un grand débat. Vous voyez bien que je ne vais pas vous lâcher comme ça, parce que vous redéfilez ce que l'on sait. D'ailleurs, vous le disiez déjà en 2006. Hein, si on ne désacralise pas la fonction présidentielle, on ne retrouve pas la fonction démocratique. Mais j'allais vous dire très simplement, on a à peu près le même âge, on nous a déjà fait le coup. On nous a déjà fait le coup du président qui va présider autrement. François Mitterrand, Lionel Jospin, candidat en 2002, présider autrement. On nous a déjà fait le coup. Il n'a pas été élu, je le rappelle. Mais on nous a déjà fait le coup de l'idée. Comme vous venez de le dire, faites-moi confiance, je changerai la donne. Vous voyez bien, Montesquieu le disait, il faut qu'un pouvoir arrête le pouvoir. Il faut des dispositions concrètes. Et là, notre problème, c'est quand on rentre dans le détail, on trouve quand même beaucoup de généralités. J'ai été très surpris, les 35 mesures de la première année. Une charte de déontologie de la fonction publique, votre salaire baissé de 30% si vous êtes président. Il a été augmenté de bien plus auparavant, mais pas de décisions institutionnelles qui vont vous contraindre. Allons-y, parlez de ces décisions-là. Oui, justement, je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Attendriez-vous pour vous donner toutes ces garanties que le nous l'invente. Alors, vous devancez une de mes questions. Vous êtes le nous, là, en l'occurrence. Donc, qu'est-ce que vous proposeriez pour faire en sorte que les engagements que je prends puissent être garantis? Je vais prendre 3 exemples. Je vais prendre 3 exemples sur 3 points précis. Et terminer par un autre qui est au fond l'invention par le nous, qui pourrait être le Parlement. Mais je prends un exemple dans ces... Parfois, cet hebdomadaire vous a joué des tours dans le passé. Je pense à la campagne sur le référendum européen. Dans votre interview à Match, à un moment, vous dites, et c'est un peu le contraire de ce que vous disiez tout à l'heure, au lendemain de l'élection, je réunirai les entreprises du CAC 40 pour leur dire « nous avons besoin de vous ».
Mais, Oui, je réunirais les dirigeants. Oui. Bon, c'est pas le Premier ministre est déjà zappé là parce qu'il faut Non, mais c'est très faire un important. effet. On a vu avec Martine Orange la peur, donc on va dire aux gens de la Non, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que nous avons à redresser l'industrie française. On en a parlé. Nous avons les uns les autres. Mais c'est le États- Premier ministre qui va faire ça. Non, là c'est la vision de la France. J'ai engagé cette promesse de redressement productif. Nous avons vu d'ailleurs tout l'enjeu. Donc il y aura à parler aux entreprises. Qu'est-ce que nous voulons faire ensemble? Beaucoup de ces dirigeants du CAC 40, peut-être la plupart n'auront pas voté pour moi, ce n'est pas le sujet. Je ne peux pas non plus faire comme si ça n'existait pas. Et donc ces entreprises ont vocation à créer de l'activité, à développer des exportations, à porter les intérêts de la France, y compris sur la scène mondiale. Eh bien, il nous faut parler. En Allemagne, par exemple, quels que soient les chanceliers et leur sensibilité politique, ce dialogue est permanent entre les grandes entreprises industrielles et l'État, pour que quelquefois converger, quelquefois confronter. Donc ça, c'est le rôle du président de la République. Porter une aspiration forte pour plusieurs années, le redressement productif. Donc ça, je l'assumerai. De la même manière, alors, sur la conférence sociale, qui est autre chose, qui est la rencontre entre le gouvernement et les partenaires sociaux, ça, c'est le Premier ministre, pleinement le Premier ministre. Et le CAC 40, c'est le président. Non, c'est pas... ne confondons pas le CAC 40 avec les entreprises. Oui, non, mais En l'occurrence. je reprends la formule de cette interview. Mais les 40 premières entreprises françaises, là, je ne parle pas de leur rémunération, celles-là seront donc limitées. Ni de leur au moins, imposition. par le prélèvement. Je parle de ce qu'elles peuvent représenter pour l'économie française. Ça a un sens. Je vais pas, même s'il y a une confrontation, ça a un sens de travailler dans l'esprit de l'intérêt commun. Et donc ça, c'est le rôle du président de la République. Alors, puisque vous nous avez invités à Et inventer, voilà, vous ne m'avez pas donné encore de procédure. Hein. C'était prévu. Hein. Ah, d'accord. Nous avons notre agenda autonome. trois thèmes simples qu'on va dérouler. Un premier qui concerne directement le président. Le pouvoir de nomination. Il n'a cessé d'être étendu sous les 3 derniers présidents. À tel point, les Français ne le savent pas, que là où De Gaulle nommait des généraux et des hauts fonctionnaires, maintenant le président, il nomme le patron de Sciences Po, le patron de l'Opéra, le patron des grandes entreprises, le patron des policiers, et ainsi de suite. C'est lui qui nomme. Et tout ça fait une clientèle très importante. Alors ma question est toute simple. Vous arrêtez toutes ces nominations qui vous sont confiées à vous, qui vous permettent, vous voyez bien, Non, les pour l'instant, courtisans. je ne suis rien. Donc, Oui, mais nous n'anticipez pas. sommes dans cette situation-là. Mais Autant vous sur la prévenir dès liste, maintenant. Mais soyons le plus précis possible. Sur la liste des hauts fonctionnaires qui seraient nommés par le président de la République, je suis tout à fait prêt à la réduire et pour la limiter aux grandes directions d'administration centrale. Deuxièmement, sur toutes les nominations dans les instances de régulation, pas simplement Conseil constitutionnel, Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais il y a beaucoup d'autorités indépendantes. Toutes ces nominations, ce sera le Parlement qui les fera à la majorité des 2 tiers, pas des 2 tiers contre, des 2 tiers pour. C'est-à-dire l'obligation qui sera faite de chercher des personnalités qui sont regardées comme incontestables pour être acceptées par l'ensemble. Le Parlement ou les commissions ad hoc. Les commissions parlementaires compétentes. Majorité des 2 tiers. C'est-à-dire pas majorité contre, comme ça existe Oui. aujourd'hui. Majorité pour. Majorité pour. Avec audition Avec au préalable des donc, candidats. obligation de se mettre d'accord. Alors, ça peut être quelquefois des partages, pas forcément la meilleure méthode. Ça peut être aussi d'avoir une élévation d'esprit, en se disant qu'il y a des personnalités qui, en définitive, sont reconnues comme incontestables. Donc, ça Audition publique. Publique, transparente, et ça ne voudra pas Pour simplement l'ensemble des autorités indépendantes. l'ensemble, pas simplement les chaînes de télévision, etc. On viendra, là. On y viendra. Je parle de toutes les autorités indépendantes. D'accord. Alors, autre question qui est derrière liée aux nominations, je veux dire, et beaucoup de lecteurs nous le posent depuis midi. Vous allez être, si vous êtes élu, dans une situation, et si vous gagnez les législatives, la gauche, dans une situation totalement inédite dans l'histoire de notre République. Le Sénat, l'Assemblée nationale, le gouvernement. Inédite pour la et gauche. les- Inédite pour la gauche, pas inédite pour la droite. La Bien droite sûr. a connu ces Non, non, situations Bien sûr. inédites mais- pour la gauche. mais la gauche fait partie de l'histoire de la République. Oui, ça ne s'était jamais produit sous Mitterrand. Non, bien sûr. Hein. C'est-à-dire jamais sous Mitterrand, il n'y Le avait eu un blocage Sénat à du Sénat, gauche. le blocage. Donc ça, c'est un point très important. Et il ne faut pas, ici, battre notre coulpe.
en se disant c'est terrible, vous vous rendez compte, la gauche est majoritaire au Sénat. Le fait que nous puissions être majoritaires au Sénat permettra d'aller plus vite sur un certain nombre de Bien sûr. procédures législatives. Et deuxièmement, de pouvoir faire des révisions constitutionnelles qui n'étaient pas possibles tant que le Sénat était à droite, même avec un président de gauche. Par exemple, sur le droit de vote des étrangers, pour avoir une procédure constitutionnelle, il fallait avoir et l'accord de l'Assemblée nationale et l'accord du Sénat. Cette fois-ci, ce sera possible. Ça vous oblige d'autant plus. La question Oui, de ça nos nous oblige. lecteurs, Ça nous c'est oblige de d'autant dire plus. Absolument. l'État PS, la nomenclatura socialiste, voilà tout ce qui peut Non, revenir. Mais voyons Vous voyez d'abord, les appétits que ça voyons peut d'abord, susciter. voyons d'abord ce que ça peut générer pour le pays de cohérence et de rapidité. Mais vous avez raison, le fait que nous ayons l'ensemble des pouvoirs locaux et nationaux nous amène à être encore plus exigeants sur l'exemplarité et sur le partage d'un certain nombre de responsabilités. Je vous pose cette question parce que vous avez été un observateur avant d'être en responsabilité, en leader du Parti socialiste et aujourd'hui candidat, de tout ce que peut avoir de corrupteur ce pouvoir personnel, même à l'insu du président lui-même, tellement ces institutions, les phénomènes de cour, on les voit déjà un peu, vous devez les voir, les petits marquis et tous ceux qui aimeraient être reconnus. Et donc, Je ne vois rien, moi. vous ne voyez rien, d'accord, vous vous éduquez à ne rien voir. Mais je ne vois rien, mais je devine tout. Donc allez-y. Mais vous vous souvenez de comment Lionel Jospin lui-même, dans le bilan critique qu'il faisait ça, parlait de cette nouvelle aristocratie, cette nouvelle classe dominante, qu'il avait vue naître, comme vous. Alliance implicite entre des grands dirigeants d'entreprise, des financiers, des cadres élevés de l'industrie et des services, certains hauts fonctionnaires de l'État, des privilégiés des médias. Et vous-même, dans ce même livre de 2006, vous disiez combien vous aviez vu, vous, les ministres socialistes nommaient des hauts cadres dans le privé, avec les privatisations, et vous dites des responsables politiques ont été les spectateurs émerveillés de l'enrichissement considérable de leurs anciens collaborateurs. Ce sont eux qui les ont nommés dans les fonctions, qui ont ouvert les portes de la fortune, mais ils n'appartiennent déjà pas au même monde. Et là, vous aviez une réflexion en reprenant aristocratie ou oligarchie, qui est le mot Mais je la d'aujourd'hui. partage toujours. Et oui, mais vous voyez combien ça le dépend constat- de vous de casser ça, Mais si vous êtes en fonction. je veillerai à ce que la distinction soit totale entre les fonctions publiques et les fonctions privées. Je serai, sur le secteur public, très attentif aux rémunérations. D'ailleurs, c'était le programme du Parti socialiste, l'écart sera de 1 à 20 entre la rémunération de l'agent public dans une entreprise et celui de son haut dirigeant. Et de la même manière, je veillerai à ce que, y compris dans les relations privées, c'est très important les relations privées, il y ait cette séparation, qu'il n'y ait pas de connivence. On peut avoir ses amitiés, on doit veiller, lorsqu'on est à la tête de l'État, de ne pas avoir de réseau. Deuxième exemple, la justice, tout simplement. Oui. Serpent de mer, à nouveau, réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de mode de nomination, et pas ce grand saut que d'autres démocraties ont fait depuis longtemps, l'indépendance du parquet. Si, c'est contenu dans mes propositions. Ce n'est pas formulé comme ça. Et donc, ce n'est pas formulé comme ça. Et donc, C'est- allons jusqu'au bout. C'est les nominations dans le Conseil supérieur de la magistrature. Allons jusqu'au bout. Les magistrats du parquet seront nommés comme les magistrats du siège. Et avec un Conseil supérieur de la magistrature qui sera réformé pour que les magistrats soient majoritaires en leur Soyons sein. précis, ça veut dire que les magistrats du parquet ne recevront pas d'instruction du garde des Sceaux, Sur les dossiers individuels, non. pas d'instruction individuelle. Mais en revanche, sur la politique pénale, ça fait partie du rôle du garde des Sceaux de fixer ce que doit être l'action des parquets pour requérir sur un certain nombre de délits ou de crimes. Troisième et dernier. Troisième dernier, la presse, les médias, la liberté de l'information. Alors là, désolé, hein, mais j'ai cherché, j'ai rien trouvé dans la première année, des formules générales, mais pas de propositions concrètes. J'ai regardé dans ce même interview de Paris Match, alors est-ce que vous avez parlé trop vite? Vous annoncez que, par exemple, que les présidents de l'audiovisuel public nommés par le président actuel resteront en fonction jusqu'à la fin de leur mandat. L'Assemblée nationale va peut-être en décider autrement. Elle va J'ai peut-être été réformer interrogé autrement. là-dessus. J'ai dit que ce serait le Parlement qui déciderait, dans la réforme de l'audiovisuel, de la suite du mandat qui sera donné ou pas à ceux qui sont en place. Mais je ne veux pas non plus donner, parce que dans déjà le candidat sortant laisser penser que nous mettrions des hommes ou des femmes qui nous seraient proches. Non. Ma première réforme sera le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
avec cette procédure de nomination donc de personnalités qui seront, en tout cas, je l'espère, le plus incontestables possible. Sur la presse elle-même, je n'ai pas l'impression que aujourd'hui j'ai été particulièrement bien traité par une certaine presse. Elle aura toute sa liberté. Moi, ça ne me met pas à l'esprit de mettre en cause un certain nombre de pouvoirs de presse ou de capitaux de presse. En revanche, je changerai les mécanismes d'aide. Enfin, le gouvernement changera avec le Parlement les mécanismes d'aide à la presse, de façon à ce que la presse d'information générale puisse être largement plus favorisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Notre espérance est plus importante, c'est de refonder l'écosystème comme, il y a eu une loi démocratique. Si le Parlement le fait, vous le suivrez. Oui, mais est-ce que permettez-moi de vous renvoyer la question. Je pense que sur ces questions de presse, c'est d'abord aux journalistes de nous faire des propositions. Vous savez... Imaginez que ce soit moi qui dise voilà ce que je propose pour la presse. Vous seriez le premier, à juste raison, à me dire mais de quel droit vous pensez qu'une structure d'entreprise de presse pourrait François être Hollande, édictée? elles sont en ligne lors d'une réunion publique où vous étiez représenté par Patrick Bloch et nous avons fait nos propositions à l'ensemble des forces de l'alternance. C'est ma dernière question. Donc le Parlement s'en saisira. J'espère bien. Donc c'est ma question. Il y a une aspiration à refonder cette République qui traverse tout le pays. J'ai regardé, ils ne sont pas d'accord sur plein de choses, mais Europe Écologie, les Verts et le Front de Gauche, ils sont pour tous les deux sur la Constituante. Ils sont pour s'atteler à la refondation de la République. Une partie de vos soutiens au Parti Socialiste, Arnaud Montebourg, est pour aussi. Si le Parlement, là tout d'un coup, après son élection en juin, dit finalement on vote à la majorité, on se transforme en constituante, on veut refonder la démocratie, vous dites banco? Mais il n'y a pas besoin de prononcer une constituante. Le Vous Parlement, voyez bien, c'est l'invention. Le Parlement a le pouvoir constitutionnel. Le Parlement, s'il en décide lui-même, à la majorité des 3/5, peut changer la Constitution, sans qu'il y ait même recours à un référendum. C'est une possibilité. Donc rien n'empêche le Parlement, et je le saisirai d'un projet constitutionnel, puisqu'il y a un certain nombre de dispositions qui devront être modifiées dans la Constitution. Par exemple sur les principes de laïcité, par exemple sur la démocratie sociale, ça c'est pour l'organisation des pouvoirs, mais aussi sur le non-cumul des mandats, l'introduction de la proportionnelle que nous pouvons très bien introduire dans la Constitution. S'il s'agit de dire qu'il conviendrait de modifier les rapports entre Premier ministre et Président de la République, quand on lit la Constitution d'aujourd'hui, le Premier ministre détermine et conduit l'action du gouvernement. Et le Président est le gardien de la Constitution. Et par son arbitrage veille au bon fonctionnement des pouvoirs publics. Appliquons la Constitution. Ce qui veut donc dire, et c'est ma petite motion de synthèse, que vous n'interviendrez pas dans les débats du Parlement, vous laisserez les majorités se créer sans intervenir via des conseillers, etc. Le gouvernement le fera, c'est son rôle. Ouais. Le Premier ministre sera le chef de la majorité, je l'ai dit. Mais le Président ne sera pas un parlementaire de plus. Et même, il y a une disposition que je n'appliquerai pas dans la Constitution, qui a été révisée en 2008 à l'initiative du candidat sortant, qui permet au président de la République de venir en congrès à Versailles pour s'adresser aux chambres réunies. Je ne le ferai jamais. Merci beaucoup, Edoui Plenel. Avant la toute dernière partie, François Hollande, consacrée à la politique internationale, avec François Bonnet qui va venir s'installer, une dernière interpellation de la rédaction, Karine Fouteau, à propos des questions d'immigration. Bonsoir François Hollande. À propos d'immigration professionnelle, vous dites que la France doit pouvoir choisir ses immigrés en fonction des besoins des entreprises et que le Parlement doit fixer chaque année le volume des personnes qu'elle peut accueillir. Est-ce que vous assumez une forme de continuité avec la politique d'immigration choisie, conceptualisée par Nicolas Sarkozy en 2006 ? Quand en 2006, Nicolas Sarkozy avait parlé d'immigration choisie, il évoquait donc l'immigration économique. Et il voulait qu'elle représente la moitié des immigrés qui rentrent sur notre territoire légalement. Il y a à peu près 200 000 personnes qui rentrent sur notre territoire chaque année. Il souhaitait que l'immigration économique atteigne donc 100 000. En fait, l'immigration économique a été réduite à 30 000 et maintenant l'intention proclamée du ministre de l'Intérieur est de la faire baisser, c'est aujourd'hui de 20 000, et l'idée est de la ramener à 15 000. Et aujourd'hui, la proposition du candidat sortant n'est pas d'évoquer l'immigration choisie, mais plutôt de réduire l'immigration venant de conjoints de Français ou du regroupement familial. Moi, ma proposition,
c'est qu'il se peut que nous ayons des besoins économiques qui justifient le recours à une main-d'œuvre immigrée. Et que c'est aux entreprises d'en faire la demande et au Parlement d'en débattre pour savoir quel est le nombre de personnes qui pourraient être concernées. Je pense que c'est aussi un facteur de transparence. Mais je considère que nous devons appliquer les lois de la République pour les immigrés qui peuvent venir en France, notamment liés à leur situation familiale ou au droit d'asile. Quand le candidat sortant parle de réduire de moitié l'immigration légale, c'est qu'il veut viser ce qui serait d'ailleurs contraire à nos conventions ou à nos lois. Pour ce qui concerne, et là je vais être précis aussi, les étudiants étrangers qui représentent à peu près 60 000 sur les 200 000 immigrés qui rentrent sur notre territoire chaque année légalement, je rapporterai, j'abrogerai la circulaire Guéant que je considère contraire et Ce qui signifie revenir en fait à la loi Sarkozy de 2007, si abroger la circulaire. Ça veut dire que les étudiants étrangers doivent être accueillis dès lors qu'ils ont un parcours universitaire qui leur permet d'avoir de notre part un soutien, mais aussi qui nous permet d'avoir aussi leur présence et souvent des qualités de recherche qui sont tout à fait favorables à nos universités. Lors d'une émission télévisée, vous avez affirmé, vous aussi, alors évidemment pas dans les mêmes niveaux, qu'il fallait, dans certaines conditions, dans les périodes de crise, lorsque, je crois, vous avez dit la croissance était ralentie, qu'il fallait réduire l'immigration légale, professionnelle. Économique, oui. Économique. Bien sûr, c'est pour ça que ça sera débattu au Parlement. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vu qu'on est en période de crise économique, vous considérez qu'il y a trop d'immigrés Pour l'instant, en le France? chiffre, on l'a dit, est faible, 15-20 000. En revanche, si il n'y a pas la prise en compte des besoins des entreprises, on le sait dans l'agriculture, on le sait aussi dans le tourisme, le risque, c'est que pour resserrer l'immigration économique, on fasse apparaître une immigration en fait clandestine. Et donc je préfère que les entreprises affichent des objectifs pour l'immigration légale économique plutôt que de recourir, comme c'est le cas, hélas, et nous devrons lutter contre ce type de pratique, aux filières clandestines. Néanmoins, il s'agit de défendre une vision assez utilitariste de l'immigration qui, par ailleurs, a été combattue, y compris sur les rangs du parti, enfin à l'Assemblée et au Sénat, lors des différentes lois Sarkozy de ces dernières années, par les socialistes. Mais là, je pense qu'il n'y a pas d'affaire de principe. S'il y a du chômage en France et qu'il n'y a pas de besoin de main-d'œuvre sur un certain nombre de secteurs, je ne vois pas pourquoi on irait chercher des populations étrangères pour venir sur notre territoire. Ça n'aurait pas de sens. Il semble par ailleurs que quand on écoute ce que vous pouvez dire sur ces questions-là, Oui. à la télévision, dans les médias, quand, grosso modo, vous adressez au grand public, vous développez une vision assez restrictive, assez défensive de l'immigration. En revanche, quand vous écrivez aux associations, par exemple RESF, là, vous avez un ton qui est complètement différent. Vous dites qu'il faut tout changer par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. Vous proposez des améliorations considérables dans certains domaines. Je pense à la rétention des enfants. Vous dites qu'il faut l'interdire. Autant je suis strict sur... Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que c'est que cette double parole? Vous ne vous pas une adressez double pas de la parole, même manière au grand public et aux Je dois associations? être strict sur les courants migratoires, dire que nous avons une immigration légale qui doit respecter des principes, et je les fixe. Autant je dois être respectueux de la dignité humaine. Je n'accepte pas que des enfants puissent être gardés dans un centre de rétention. Le candidat sortant dit, alors, puisqu'il ne veut pas que les enfants soient en centre de rétention, ça veut dire que tout immigré qui aurait des enfants ne serait plus expulsable. Ce n'est pas vrai. Non, non, vous voulez trouver des solutions alternatives. Mais bien sûr, des solutions alternatives d'assignation à résidence, que nous connaissons parfaitement. Donc je veux être à la fois clair, strict, et en même temps digne dans les mesures que nous aurons à prendre. Mais à la télévision, par exemple, vous amenez jamais la question de la réforme de l'asile que vous voulez proposer. La réforme de l'asile, je l'ai dit à la télévision. Qui est assez intéressante, enfin, qui est favorable non, mais vous avez raison de le rappeler. d'asile. Je l'ai dit à la télévision, justement sur l'asile. Vous insistez plus sur l'aspect défensif et restrictif, quoi. C'est peut-être ce que vous Comme entendez. si vous vous mais vous sentiez piégé
par le débat de la droite qui, depuis 20 ans, taxe le PS d'angélisme, 20 ans, mais de oui, laxisme. davantage même. Mais Ouais. sur l'asile, puisque je veux toujours être précis, je considère qu'aujourd'hui, c'est 1 an et demi avant de répondre définitivement à un demandeur d'asile sur ses droits. Pendant 1 an et demi, il y a des familles qui ne peuvent pas travailler et qui sont en plus, entre guillemets, prestataires, puisqu'elles reçoivent une allocation. 1 an et demi pendant lesquels on va créer des situations qui vont faire que ça sera très difficile ensuite, si l'asile, le droit n'est pas reconnu, de les expulser, de les reconduire à la frontière. Donc j'ai fixé plutôt un objectif d'ailleurs très ambitieux de 6 mois. Les associations me disent que ce serait déjà bien si on arrivait à 1 an. Vous dites aussi qu'il faut réduire la durée de rétention, bon, pas pour revenir 100 ans en arrière. Enfin, d'ailleurs, c'est la gauche qui a créé les centres de rétention au milieu des années 80. Oui, mais il ne par rapport à ce faut qu'a pas fait d'ailleurs Sarkozy- condamner cette ça, décision. vous le C'était quand dites même pas, mieux que vous le dites d'expulser pas. des gens dans des conditions qui n'étaient pas non plus humaines. Un centre de rétention, ce n'est pas une entrave à la liberté au sens, si, on le retire les gens, mais ce n'est pas une entrave à la dignité. Et peut-être pour finir, une dernière question qui a à voir avec la régularisation automatique au bout de 10 ans. C'est une mesure Oui. qui Existait dans la loi, qui a été créée abrogée. en 1984 sous Mitterrand et qui a été abrogée par Nicolas Sarkozy en 2006. Est-ce que vous souhaitez rétablir le droit au séjour automatique au bout de 10 ans pour les personnes en situation irrégulière? Mais de toute façon, nous ne devrions plus avoir de personnes dans ce cas de figure, puisque sur les régularisations au cas par cas, lorsque la durée de séjour est importante, la régularisation est obtenue. Donc c'est vraiment une procédure qui ne concernerait que très très peu d'étrangers. Donc je ne l'exclus pas, mais ce que je veux dire, c'est que notre devoir, c'est plutôt de régler au cas par cas les situations des personnes qui sont sur notre territoire. Si très peu, vous pourriez décider donc de le rétablir, un peu symboliquement d'ailleurs, parce que c'était Oui, vraiment mais une ça serait musique importante. ce serait purement symbolique. Ce que j'essaie quand même, c'est de donner des règles qui puissent être appliquées, et pas simplement des symboles qui pourraient être affichés sans conséquence. Et avec les critères justement que vous comptez établir en termes de régularisation, est-ce que vous avez une idée du nombre? Évidemment, je ne vous demande pas un quota, Et bien voilà. mais une vous estimation voyez du nombre de personnes qui pourraient être concernées par les combien régularisations. Combien la politique de la droite a fini par imprégner les esprits. Qu'est-ce que je conteste? C'est l'idée du chiffre. On dit, ben voilà, on va régulariser 30 000 personnes. Peut-être qu'il n'en faut pas 30 000. C'est pour ça que j'exclus la question du quota. Mais... Exactement, j'exclus toute politique de chiffres, où ces régularisations au cas par cas peuvent être faites et les personnes y ont droit, ou elles ne peuvent pas être obtenues et les personnes n'y ont pas droit, elles seront reconduites à la frontière, il n'y a pas de chiffres. Merci beaucoup, Karine Foudou. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, François Hollande, Cette France-là, Xénophobie d'en haut, le choix d'une droite éhontée. C'est publié à La Découverte. C'est le travail d'un collectif de sociologues, dont Éric Fassin, dont vous connaissez peut-être les travaux. Et en vous entendant répondre à Karine Foto, je me disais que peut-être vous avez la volonté d'en finir avec le discours anxiogène à propos de l'immigration de la droite, et que justement, comme vous venez de le dire, est-ce que la gauche n'a pas trop cédé elle-même et trop longtemps à ce discours anxiogène? Non, je pense que la gauche a paru chaque fois mal à l'aise. Elle n'a pas à être mal à l'aise, elle a à être claire. J'ai dit, il faut être ferme sur un certain nombre de mouvements migratoires, il faut être dur par rapport à des filières de clandestinité, et il faut être digne dans l'application des dispositions. Mais je ne veux pas que l'immigration, comme d'ailleurs c'est la tentation de la droite, soit un sujet d'affrontement et de division des Français entre eux. Dernière trop commode. Dernière partie de cette rencontre avec François Bonnet à propos des questions internationales. Quelques questions très rapides. Vous obtenez un traité européen renégocié concernant donc le pacte budgétaire et la gouvernance économique. Il faut le ratifier. Est-ce que vous recourrez au référendum? Non, je l'ai dit, ce sera le Parlement qui aura cette responsabilité. Vous estimez qu'il n'y a pas un transfert de souveraineté équivalent à ce que représentait par exemple le traité de Maastricht? Non, le traité de Maastricht, c'était l'abandon des critères de convergence. Là, d'une certaine manière également. Le traité de Maastricht, c'était surtout l'abandon du franc et la création à terme de l'euro. C'était donc un
un abandon réel de souveraineté monétaire. Donc le référendum me paraissait tout à fait incontournable. D'accord. Laurent Fabius, c'était le 15 février au Gabon, à Libreville. Et je voulais simplement vous demander, est-ce que vous estimez que l'élection à la présidence du Gabon d'Ali Bongo, c'était le 30 août 2009, a été truquée? Je ne sais pas si elle a été truquée, mais en tout cas, elle n'était pas dans les critères de ce qu'on peut appeler des élections démocratiques. Voilà ma réponse. Ok. Le Parti socialiste avait voté en 2008 contre la réintégration dans le commandement de la France, dans le commandement intégré de l'OTAN. J'ai cru comprendre que vous ne reviendriez pas en fait sur cette décision. Est-ce que vous pouvez le confirmer là? Moi, j'ai contesté en 2008, y compris par le dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée nationale, le choix qui avait été fait à l'époque par Nicolas Sarkozy, non seulement de rentrer dans le commandement militaire intégré sans véritable contrepartie, et aussi d'envoyer des renforts en Afghanistan, de troupes françaises. Aujourd'hui, j'ai pris deux engagements. Le premier, c'est de retirer, d'ici la fin 2012, les troupes françaises qui sont engagées en Afghanistan. Et deuxièmement, d'évaluer ce qu'ait été la participation de la France au commandement militaire intégré et de voir si les contreparties qui avaient été à un moment évoquées ont été effectives en termes de place dans les états-majors et surtout de piliers européens dans l'OTAN. Oui. D'accord. Si vous êtes élu 2 semaines plus tard, il y a justement le grand sommet annuel de l'OTAN. L'administration américaine a d'une certaine manière déjà fixé l'ordre du jour et Barack Obama veut demander plusieurs choses. La première, c'est que l'Europe augmente ses dépenses militaires. Est-ce que vous êtes pour une augmentation des budgets militaires européens et donc français, puisqu'on sait que certains pays en Europe et sans doute un certain nombre d'efforts à faire dès lors qu'ils bénéficient de la protection de l'OTAN, donc des alliés, c'est possible. Encore que dans le contexte budgétaire que l'on connaît en Europe, ça me paraîtra délicat. Mais en revanche, je veux être tout à fait précis, net et clair, il n'est pas question que la France augmente son budget militaire. D'accord. La deuxième demande de Barack Obama, ça va être de ne pas bouleverser le calendrier du retrait des troupes de la coalition en Afghanistan. Et donc, il va vraisemblablement vous demander de différer votre engagement de retirer ces troupes à fin 2012. Donc, dans l'hypothèse que vous indiquez, où les Français m'auraient choisi... se place dans cette hypothèse. Je serai le prochain président de la République. Ça sera la première réunion internationale auquel je participerai, à Chicago. Et j'ai voulu anticiper ce moment pour qu'il n'y ait pas de surprise, pour que les Américains ne découvrent pas que d'un seul coup, je prends la responsabilité de retirer les troupes françaises d'Afghanistan. Ce n'est pas comme Nicolas Sarkozy qui, parce qu'il y a eu un drame, une tragédie, à un moment, change son calendrier. Moi, j'ai pris cette position parce que je considère que la mission des troupes françaises est achevée. Et donc, je ne céderai pas sur ce point. D'accord. La troisième demande que va faire l'administration américaine, c'est qu'elle va vous demander d'approuver l'énorme projet et chantier de bouclier antimissiles, qui est déjà en cours d'installation. Plusieurs centres ont été installés. J'ai lu que vous étiez dit réticent face à ce projet, mais on peut être réticent, mais il y a un moment où vous devrez être pour ou contre. Aujourd'hui, je suis réservé. C'est-à-dire que je considère qu'il faudra démontrer la réalité de la menace, l'utilité d'installer ces boucliers, de voir qui pourrait être effectivement regardé comme pouvant nous adresser un certain nombre de missiles. C'est l'Iran qui est clairement visé par ce projet. J'imagine. Et donc, je ne voudrais pas non plus qu'il y ait une modification de ce qu'est la logique de notre propre dissuasion. Donc voilà, j'ai exprimé les réticences. Par ailleurs, c'est un projet industriel très important, où des entreprises françaises peuvent être éventuellement concernées, où d'autres entreprises peuvent être également intéressées. Donc je ne voudrais pas non plus que ce soit une opération où les États-Unis en fassent aussi un argument commercial.
D'accord. Si vous avez bien compris. Bien sûr. Vous parlez d'aider, et c'est un des points de vos projets, les révolutions démocratiques arabes. Est-ce que, par exemple, un des moyens de les aider ne serait pas de décréter un moratoire sur les intérêts de la dette, voire une annulation partielle de ces dettes? C'est au niveau européen qu'il conviendra de procéder. Hein, c'est déjà été fait, oui, bilatéral, mais le plus important est de le faire au niveau européen. Vous savez qu'il y avait déjà eu un processus qui avait été engagé pour aider les pays. Mais vous n'envisagez pas d'action spécifique de la France, hors processus européen? Non, moi je veux le faire dans le cadre européen. D'ailleurs, ça sera plus puissant. Et ensuite, je ne veux pas donner l'impression que ce serait la France qui viendrait parce qu'elle aurait des relations particulières avec ces pays. Parce que ça doit se faire dans un cadre multilatéral. L'OCDE. Et ça doit se faire aussi avec un certain nombre de contreparties également, hein, pour aider au processus démocratique. Alors, l'OCDE vient juste de rendre public les derniers chiffres de l'aide publique au développement. Et en France, l'an dernier, c'est 0,46% du revenu national brut. Donc, on est très loin de l'engagement des 0,7, engagement pris par la France, qui doit être atteint normalement en 2015. Et je lisais une déclaration de la grande ONG Oxfam qui dit à ce train-là, on en a pour 50 ans, quoi, pour parvenir au 0,7% du. Est-ce que vous pensez augmenter cette aide? Je pense que budgétairement, nous sommes dans les contraintes que vous connaissez. En revanche, nous avons un moyen de le faire. On s'était moqué de la taxe sur les billets d'avion que Jacques Chirac avait introduite, mais qui a eu quand même ses effets. Et vous savez que je plaide pour une taxe sur les transactions financières à l'échelle de l'Europe. Et si nous y parvenons, et même si tous les pays ne sont pas forcément au départ concernés, une part de cette taxe sur les transactions financières doit être affectée aux politiques de développement. Donc, ça ajouterait à l'aide publique. D'accord. Vous avez Dernière question, vous avez sans doute remarqué que Nicolas Sarkozy a dit « Si je suis réélu, mon deuxième déplacement, le premier sera pour l'Allemagne, mon deuxième déplacement, je vais à Ramallah, dans les territoires palestiniens. » Qu'est-ce que peut faire la France, seule et de précis, pour débloquer un processus de paix qui est aujourd'hui totalement en panne et pour tenter de vaguement faire exister l'Europe dans ce dossier? Seule, elle n'y parviendra pas, mais ça ne l'empêche pas d'agir. Nous savons bien qu'il y a aujourd'hui des pressions qui peuvent s'exercer, y compris par rapport à la menace iranienne. Et donc, l'Europe, les États-Unis doivent travailler ensemble. Et d'ailleurs, ça peut être une question que nous ayons à poser au moment de Chicago, justement. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, au-delà de ce que l'OTAN a comme responsabilité, mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, puisqu'il y aura aussi un G8 qui se tiendra avant, justement, pour agir sur l'ensemble des parties prenantes, aussi bien israéliennes que palestiniennes. D'accord. Alors, j'ai plus de questions, mais j'ai juste une très courte remarque. Sur vos 60 propositions aux Français, seules 3 concernent la politique internationale. Vous n'avez pas fait de discours de politique internationale. De mémoire, pour ce qui me concerne, je n'ai pas le souvenir qu'un candidat n'ait jamais fait de discours programme de politique internationale. Est-ce que vous pensez que l'avenir de notre pays peut se penser sans le monde, ou même se dire ou se programmer sans le monde? Il vous a peut-être échappé que j'ai fait un discours de défense, sur la défense, où j'ai évoqué les questions internationales. Parce que parler d'une politique de défense sans avoir une compréhension du monde, ce serait quand même une affirmation qui serait finalement sans vision. C'est-à-dire on aurait préféré le contraire, d'avoir un discours de politique international avec un chapitre sur la défense. Mais les deux, quant à la politique européenne, j'en ai suffisamment parlé, je suis même celui qui en parle le plus. Sur la politique africaine, j'en ai à plusieurs reprises évoqué les nécessités d'un changement profond. Et quant aux relations internationales, et notamment à ce que devrait être la politique de la France aux Nations Unies, j'ai dit que nous aurions à aller dans cette réforme lente mais nécessaire. Du Conseil de sécurité. François Bonnet, merci beaucoup. François Hollande, vous aviez évoqué des prolongations. Ça a duré exactement le temps d'une prolongation de football, 30 minutes de plus. Ça va se terminer avec la Parisienne libérée. Il n'y a pas eu de but en or, surtout. La Parisienne libérée qui va faire votre portrait a cappella. J'en profite juste parce que vous les avez vus tout autour de nous avec leur t-shirt noir pour improviser cette télévision un peu différente dans la rédaction de Mediapart. Merci infiniment à 5e étage production, Gaël Bordier, Pierre Caton,
Nathan, Jean-Claude Mossic, Eva Mohari, Denis Lepeu, Stéphane Pruvot, Alice et Harold Postic, Mac Jouan, Lionel Régnier, Vincent Basso-Bondini, Sébastien Gallaudet, Julien Aran, Robin Dubois, à toutes les équipes de Mediapart et de Dailymotion. Voilà, c'était un générique non pas écrit, mais dit. C'est à vous, mademoiselle. Alors c'est parti pour le générique en chanson du coup. C'est un enfant du dictionnaire qui aime jouer au foot. C'est pas qu'il manque de caractère, mais il évite les joutes, préférant désarmer l'ennemi d'un sourire sympathique. Il a choisi depuis petit la voie diplomatique. La tactique du tic-tac, c'est pratique. Tu mets ta thèse en tic, ton antithèse en tac. Et tic-tac, 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 tic. La trotteuse fait son tour. Demain est un autre jour. Faire HEC Sciences Po l'ENA, c'est une propédeutique pour exercer de sous les toits son esprit synthétique. Promu candidat kamikaze sur les terres corésiennes, c'est pas ce qu'on appelle une occasion, mais c'est peut-être une aubaine. La tactique du tic-tac, c'est pratique. Tu mets ta thèse en tic, ton antithèse en tac. Et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac, tic. La trotteuse suit son cours. Demain est un autre jour. Il n'y aura pas de motion à son nom, c'est l'homme des transcourants. Il a retenu la leçon, laissez le temps au temps. 11 ans de primo secrétariat, de conclusion de congrès. On dit que son humour le perdra, ça l'a plutôt sauvé. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Au grand concours des circonstances, le candidat primé, à force de persévérance, est devenu ce qu'il est. Un futur président modeste et méritocratique. Votez pour lui, il fera le reste dans l'ordre chronologique. La tactique du tic-tac, c'est pratique. Tu mets ta thèse en tic, ton antithèse en tac. Et tic et tac, et tic et tac, et tic et tac, tic. La trotteuse suit son cours. Demain est un autre jour. La trotteuse suit son cours. Demain est un autre jour. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci François Hollande d'avoir participé à cette soirée. Il y en aura une toute dernière, mais ce ne sera pas un débat. On n'a pas pu s'empêcher d'en rajouter une. Ça sera 3 jours avant le premier tour. Ça sera le jeudi 19 avril. Toujours dans ces locaux, une télévision différente, dans cette rédaction. Ça ne sera pas un débat, ça sera plutôt un happening avec tous ceux qui, depuis 5 ans, ont résisté à leur manière au régime de Nicolas Sarkozy. Il y aura des syndicalistes, des chercheurs, des enseignants, bref, des citoyens. Nous l'avons conçu comme un happening. Ça sera le 19 avril, le jeudi, à 20h30. Donc je vous dis au 19, à bientôt.